Bonjour, alors je ne sais pas si ça, voilà, le son est bon. Je vais le prendre d'ailleurs, c'est plus simple. Ah non, merde, là, je fais déjà ma première bêtise, à peine arrivé que je fais déjà des bêtises, ça ne m'étonne pas de moi. Alors, touche pas à mon clone, c'est l'objet de cette rencontre. Alors c'est un titre qui vaut ce qu'il vaut, c'est un titre un peu ambigu d'ailleurs, on a l'impression qu'on va prêcher pour la défense du clone, c'est peut-être pas non plus l'objet de notre réunion, je pense qu'on va essayer d'être un petit peu plus raffiné. Ah oui, l'eau arrive sur moi, alors j'arrête une seconde, je vais m'essuyer. Voilà, je laisse simplement l'eau s'écouler, c'est ce qu'il y a de plus simple. On dit toujours que le président de séance contrôle l'eau, donc tout va bien. Je voulais vous dire quelques petites choses avant tout. C'est que d'abord, j'ai été fort étonné quand Jean-Yves Casgam a proposé d'animer ce débat, parce qu'au fond, qui suis-je pour animer un tel débat? Je ne suis pas journaliste scientifique. J'écris des livres, mais qui n'ont rien à voir avec ce dont nous allons parler cet après-midi. Et puis au fond, en parlant avec lui et en y réfléchissant, je me suis dit que il n'avait pas tort de demander à quelqu'un qui n'était pas du sérail de coordonner les échanges, dans la mesure où ce sujet, le clonage, est un sujet qui nous concerne tous et qui a tant d'implications extra-scientifiques, qui pose tellement de problèmes qu'on ne pouvait pas, je dirais, c'était intéressant peut-être d'essayer justement tout de suite d'ouvrir des perspectives. Alors, comme ça, quand j'y réfléchissais, j'ai pensé à quelques petites choses et je me suis fait un peu le porte-voix de tout le monde. J'ai pensé à toutes nos peurs ancestrales, parce que dès qu'on parle du clonage, dès qu'on parle de ce contrôle sur la vie, c'est vrai qu'on a des peurs. Et alors j'ai pensé à cette phrase de la Bible, vous serez des dieux, évidemment. Et on sait bien que c'est dans la Genèse et que c'est le serpent qui l'a dit, cette phrase. Donc c'est très inquiétant. Et finalement, qu'est-ce qu'un dieu si ce n'est un créateur? Et alors, est-ce que l'homme est en train de devenir à son tour un créateur du vivant? Enfin, on peut vraiment s'interroger. J'ai pensé aussi en vrac à ce film qui s'appelle Gattaca, qui décrit une humanité régie par une sorte d'eugénisme totalitaire. Donc c'est vrai, est-ce que on pourrait aller vers un monde régi de la même façon, où je pourrais décider que tel ou tel enfant sera comme ci, comme ça, prévoir son patrimoine génétique et écarter les importuns, d'une certaine façon, ou les êtres inférieurs? Ça fait peur, ça renvoie à un passé épouvantable. Et puis j'ai pensé évidemment à la phrase de Rabelais, que vous connaissez tous sans doute, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme », c'est-à-dire que là, les scientifiques ont sur les épaules un lourd manteau, puisqu'il s'agit non seulement de mener leurs recherches, et c'est déjà beaucoup, évidemment, une entreprise en soi, mais c'est aussi toutes les implications qui accompagnent cette recherche. Alors on a de nombreuses personnes qui sont autour de ce plateau. Je vous les présenterai successivement. On a une absente, et je le regrette, c'est Janine Tavernier, qui est de l'ADFI, qui est de l'Association de défense de la famille et de l'individu, mouvement anti-secte, parce que vous savez qu'il y a un mouvement qui a été catalogué comme sectaire, qui est le mouvement raélien, qui se lance dans des expériences, il faut le dire, de clonage, pirates, mais qui sont une réalité. Donc il était évidemment intéressant de demander à Janine Tavernier son avis sur la question. Alors fort heureusement, il se trouve que par le plus grand des hasards, comme j'ai écrit un livre sur les sectes il y a quelques années qui s'appelait Les faux messies, je suis à même au moins de vous renseigner sur le mouvement raélien. Et puis Jacques Testard, on en a parlé tout à l'heure, c'est vrai, connaît bien les travaux qui sont menés aujourd'hui par ce groupe, et on pourra donc effectivement évoquer ce point important. Simplement, je voulais vous lire une lettre que Janine Tavernier, qui est vraiment, je crois, triste de ne pas être là avec nous, a envoyée à Jean-Yves. Alors, cher Jean-Yves, la lettre est un peu humide, mais je vous rassure, ce n'est qu'un fax. Cher Jean-Yves, j'essaie de sortir de ma torpeur pour vous dire combien je suis frustré de ne pouvoir participer à la table ronde cet après-midi et à l'atelier demain matin. Je n'ai jamais eu de grippe aussi virulente. J'aurais aimé participer aux travaux pour deux raisons. Premièrement, dénoncer la dangerosité de Raël. Ayant pris du recul par rapport aux sectes, je peux le juger avec plus d'objectivité, plus de sérénité. Et je peux dire aussi que Claude Vorillon, c'est le vrai nom de Raël, est un personnage extrêmement dangereux qui, sous une couverture pseudo-scientifique, risque de faire des dégâts considérables. Ensuite, j'aurais aimé répondre à ton invitation, flatté d'être aux côtés de personnes de qualité positives, constructives, ce qui devient de plus en plus rare. Je te félicite de continuer à faire vivre ce festival indispensable dans notre société qui perd complètement le sens des valeurs. Bien amicalement, Janine. Pardon, 1000 excuses, mais je tiens à peine debout. Donc, vous voyez, au moins, elle a le mérite de nous tient au courant. Ça peut arriver, on est évidemment triste pour elle, puis on espère qu'elle va se remettre le plus vite possible, Janine Tavernier. Alors,
Autour de cette table, donc, il y a Rémi Chauvin, il y a Marie-Angèle Hermite, il y a Jacques Testard, que je présenterai les uns après les autres. Peut-être vous les connaissez déjà pour certains d'entre eux. Et puis il y a Gilles-Éric Serralini qui va avoir l'insigne honneur d'ouvrir cette petite discussion de l'après-midi. Donc Gilles-Éric Serralini, ses titres sont nombreux, professeur des universités en biologie moléculaire, expert gouvernemental sur les OGM, auteur d'un livre d'ailleurs sur le sujet que je vais lire avec plaisir, et président du conseil scientifique du CRIGEN. Alors le CRIGEN, c'est un groupe qui a été créé il y a quelques années, un peu sur le modèle du CRIRAD, vous savez, qui est cet organisme de contrôle de la radioactivité finalement, et qui dénonçait un peu les méfaits du nucléaire. Et donc le CRIGEN fonctionne un peu de la même façon, c'est le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique. Et alors, Gilles-Éric Serralini, je crois que ce qu'il faudrait faire, ça paraît important dans un premier temps, c'est poser le débat, c'est-à-dire faire comprendre à nos amis qui sont là, déjà ce que c'est que le clonage, où on en est, et ce que ça veut dire, et quels sont les enjeux du débat de cet après-midi. Est-ce que vous pourriez nous mettre dans le bain, si je puis dire? Moi, c'est déjà fait. D'abord, bon après-midi à tous. Bonjour. Je suis heureux d'être avec vous cet après-midi et je remercie Jean-Yves Casga de cette fabuleuse organisation très sympathique. Et c'est toujours avec beaucoup de plaisir qu'on discute ensemble sur des sujets qui apparaissent de plus en plus cruciaux à la société. Alors, qu'est-ce que le clonage? Le clonage, c'est, dans le langage vulgaire des biologistes, le photocopiage. Le photocopiage, pas de n'importe quoi, mais du patrimoine héréditaire. En quelque sorte, on clone des gènes, on va reproduire des gènes grâce à des bactéries qui sont les photocopieurs à gènes dans tous les laboratoires de biologie moléculaire. Et on ne peut travailler sur des gènes qu'à partir du moment où on en a une quantité suffisamment grande. Et donc, il faut des bactéries génétiquement modifiées qui vont, bien sûr, permettre le clonage des gènes. Il y a la notion de l'isolement. On va isoler un gène du reste du contexte, on va le cloner pour pouvoir le photocopier. On déchire une page d'un livre de recettes et on la photocopie. C'est en grande quantité, c'est du clonage. Alors il y a aussi derrière l'idée du clonage cellulaire. Quand on va recopier une cellule en de nombreux exemplaires, en exploitant simplement ses propriétés naturelles de se multiplier identiques à elle-même, c'est du clonage cellulaire. Et puis il y a le clonage d'organismes. Alors quand on va recopier les œufs pour leur permettre de refaire des individus, c'est du clonage d'organismes, voire d'embryons. Et souvent, on doit reprendre le patrimoine génétique de l'organisme pour refaire un œuf et pouvoir ainsi le cloner. C'est ce qui se passe, par exemple, lorsqu'on va réussir à faire des premiers bouts de clones humains en 2000. La firme Advanced Cell Technology a prélevé des cellules de jambes d'homme pour commencer à faire des embryons clonés. Alors, cela m'inspire deux ou trois réflexions. La première, c'est qu'on remarque, tout du moins dans une partie de l'évolution sur cette planète, de l'évolution de la vie sur cette planète, et on en reparlera avec Rémi Chauvin, les espèces se sont progressivement débarrassées du clonage, qui est une sorte de bouturage, pour arriver à la reproduction sexuée. Et la reproduction sexuée est une des formes les plus avancées de reproduction de l'individu. Il y en a plusieurs de formes de reproduction sexuée d'abord, et elles ont laissé pour compte le bouturage. Le bouturage, c'est quelque chose de très fréquent chez les bactéries. Elles ont un petit peu de sexualité en échangeant des gènes. Donc il y a un peu de mobilité dans leur patrimoine héréditaire, un peu de remaniement dans leur patrimoine héréditaire, mais elles se reproduisent quasiment identiques à elles-mêmes. Et puis il y a les plantes, certains animaux qui arrivent à se reproduire identiques à eux-mêmes. Chez les plantes, c'est bien connu, on fait tout ça, de reprendre un petit peu d'une partie végétale pour refaire une plante. Chez beaucoup de plantes, il y a encore cette capacité de bouturage. Et le fantasme du clonage, c'est un petit peu, pour l'espèce humaine, de retrouver cette capacité chez les humains de bouturage d'être animal. Alors, pourquoi l'évolution a-t-elle inventé la sexualité? La réponse qu'ont de nombreux biologistes aujourd'hui, elle passe par là. Elle passe par expliquer que finalement l'ADN, le patrimoine héréditaire, c'est une molécule en permanent remaniement. Un peu comme un tissu cellulaire et vivant.
et se renouvelle en permanence, se reconstruit, se répare, eh bien le patrimoine héréditaire se reconstruit, se répare, est capable de former de nouveaux gènes quelquefois, en tout cas toujours de réparer ses erreurs, ses cassures, ses problèmes. Pas toujours bien, d'ailleurs, quand ça se passe mal, c'est l'objet d'une mutation. Et ensuite, il y a cette notion de, quand on n'arrive plus à réparer un gène, eh bien on va prendre la copie du gène d'à côté. Et la copie du gène d'à côté, pour être remise dans le chromosome, la copie du gène d'à côté, si c'est la même que celle qui est cassée, on risque d'avoir des problèmes. Donc il vaudrait mieux une copie un petit peu différente. C'est un peu comme quand on raisonne avec des logiciels. On a eu un virus, on a eu un logiciel d'abîmé. Peut-être qu'il vaut mieux la copie la plus un petit peu différente du logiciel pour ne pas avoir de nouveau le même problème avec le même virus. Et cette idée, c'est la sexualité qui l'amène. C'est-à-dire, quand il y a mixité d'individus, eh bien, il y a apport de chromosomes et d'ADN différents, et cela permet un affranchissement progressif du clonage pour la reproduction, pour la participation du processus de la reproduction dans les espèces. Alors ça, c'est la première idée. Donc, finalement, l'évolution ne va pas dans le sens du clonage pour l'espèce humaine, naturellement. La deuxième idée, c'est qu'il y a quand même derrière le clonage un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, qui sont les modifications génétiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les modifications génétiques sont, chez les animaux en particulier, sont exploitées par le clonage et exploitent le clonage. Je m'explique. Pour pouvoir réaliser une modification génétique, il faut cloner des cellules en grand nombre, parce qu'il y en a peu qui parviennent à réussir. Et donc, il faut faire la modification génétique dans des millions de cellules pour parvenir à en avoir quelques-unes, un petit pourcentage, qui soient effectivement modifiées, parce que c'est un processus au hasard, non maîtrisé, on y reviendra. Et donc, ensuite, quand on a cet organisme, notamment, j'ai parlé ce matin des animaux transgéniques dans un atelier, quand on a ces animaux transgéniques, ça ne sert à rien de les avoir si on n'arrive pas à les avoir en troupeau. Imaginez qu'on fasse, comme on a commencé à le faire, sécréter d'une hormone de croissance dans le sperme des porcs, une hormone dans le lait, un facteur de coagulation sanguine dans la brebis polie en 97, etc. Imaginez qu'on arrive à sécréter quelque chose dans le lait, l'urine ou le sperme, parce que ce sont des liquides qui se fabriquent facilement par les organismes. Eh bien, à ce moment-là, si on n'a pas un troupeau d'animaux qui sécrètent ça de manière identique, donc clonés, on n'arrivera jamais à passer à une étape industrielle. Donc pour les biotechnologistes, pour les firmes de biotechnologie, maîtriser le clonage est indispensable pour pouvoir exploiter les modifications génétiques chez l'animal. C'est très important, parce que derrière ce clonage, il y a un enjeu d'exploitation des modifications génétiques. Et de même, la modification génétique n'est possible que quand on sait cloner des cellules en grand nombre. Donc il y a vraiment une liaison entre les deux, économique, qu'on perçoit souvent mal, et à un moment donné du débat, peut-être reviendra-t-on sur ce mariage finalement des techniques. La troisième notion qu'on a de plus en plus, c'est que finalement ce photocopiage d'individus, quand on arrive à le faire, il se fait mal. On parle presque jamais des ratés, mais les ratés sont l'essentiel des résultats des expériences dans ce domaine. C'est-à-dire que dès qu'on veut cloner un animal, et c'est ce qu'on a fait en beaucoup plus grand nombre que pour les embryons humains, pour ceux qui l'ont fait aux États-Unis, dès qu'on veut cloner un animal, on obtient toujours des copies médiocres ou non fonctionnelles des embryons qu'on a voulu copier. Tout simplement parce que, on commence à le comprendre, parce que donc le patrimoine héréditaire, les gènes, c'est une molécule qui se remanie. Et quand on prend, par exemple, on l'a bien vu avec la brebis Dolly, alors pas Polly, mais Dolly, qui est, elle, une brebis clonée. Les brebis Polly 1, 2 et 3 étaient des brebis clonées et transgéniques et OGM, mais la brebis Dolly n'était que clonée. Et elle vieillit trop vite. Elle vieillit beaucoup plus vite que ce qu'on pouvait attendre. Et ça, c'est parce que les chromosomes que nous avons lorsque nous sommes âgés, eh bien, sont différents des chromosomes que nous avons quand nous sommes jeunes, parce que les chromosomes savent comptabiliser le temps et on comprend comment au niveau moléculaire aujourd'hui. Donc, cloner, refaire à l'identique un être adulte, ça ne sera jamais à l'identique, même au niveau génétique. Au niveau socio-culturel, n'en parlons pas.
Et donc, on sait aujourd'hui que l'environnement cellulaire, tout ce qu'il y a dans la cellule, est à la fois inconnu et peu maîtrisé pour pouvoir reproduire quelque chose qui est à l'identique. Donc, il y a quand même une notion de fantasme par rapport à nos possibilités techniques. Donc, si je résume, première notion, eh bien, l'ADN est en remaniement permanent et finalement le clonage c'est du photocopiage de gènes. Deuxième notion, eh bien, c'est très lié aux modifications génétiques au niveau économique et au niveau des possibilités techniques. Et troisième notion, eh bien, l'environnement cellulaire et l'environnement de l'organisme, c'est un peu comme le cavalier et le gène, le cheval. Et comme nous ne maîtrisons pas l'environnement cellulaire et de l'organisme, nous ne maîtrisons pas bien le comportement du cheval. En plus, on sait que le cheval change avec le temps. Donc, derrière l'idée du clonage, il y a quand même plus une part de fantasme qu'une part de réalité scientifique maîtrisée aujourd'hui. Ça n'empêche qu'on fera des choses. Alors, c'est vrai qu'il y a... C'est vrai que la question a soulevé beaucoup de fantasmes et que pendant des années, il y a eu autour du clonage, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure et c'est assez intéressant, il y avait cette rumeur qui était que le clonage était impossible. C'est-à-dire qu'en fait, l'échec l'emportait sur les réussites et que de toute façon, il paraissait absolument ridicule d'envisager une telle pratique. Ben non, justement, ça ne l'est pas aujourd'hui et c'est pour ça d'ailleurs qu'on fait cette réunion ici. Moi, je note les mots que vous avez employés, c'est photocopiage, bouturage. Ça en dit long. Et il y a un livre de Jacques Testard où je crois vous comparez, vous dites, mémoire, hein, vous partez de la conception aléatoire à la reproduction normative. Alors cet horizon de la reproduction normative est un horizon quand même très angoissant, enfin pour moi en tout cas. Et alors Jacques Testard, donc vous êtes biologiste, directeur de recherche à l'INSERM, président de la Commission française de développement durable, c'est autre chose, mais c'est aussi très intéressant. Et puis vous êtes quelqu'un qui vous êtes plus qu'intéressé aux vivants, à ces problèmes. Alors, est-ce que vous pourriez, dans le prolongement de ce que nous a dit Gilles-Éric, est-ce que vous pourriez nous expliquer où en est aujourd'hui justement la recherche? Parce que depuis Dolly, il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts et il s'est passé énormément de choses. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, Jacques Testard? Oui, alors souvent on me dit, vous qui avez fait la fécondation in vitro, vous faites forcément du clonage. D'abord, je voudrais signaler que c'est deux métiers complètement différents. À ma connaissance, aujourd'hui, personne ne fait du clonage humain, mais de toute façon, c'est tout à fait différent. Et il est vrai pourtant que ça fait presque 20 ans que je dis que la fécondation in vitro nous mènera au clonage, tout simplement parce qu'elle nous amène à récolter des cellules indispensables pour faire le clonage, à les cultiver, à les transplanter, et que derrière l'idéologie, je crois, de la fécondation in vitro pour combattre la stérilité, il y a la fécondation in vitro, je l'ai évoqué hier soir, pour produire beaucoup d'embryons et choisir le meilleur, c'est-à-dire aller dans un sens eugénique. Et je crois que le clonage, qui consiste à multiplier autant que possible un génome qu'on a choisi, c'est le comble de l'eugénisme. C'est avoir choisi un génome et vouloir le multiplier. Pourquoi celui-là, pas un autre? Je crois que c'est le comble de l'eugénisme. En même temps, comme a dit Seralini, c'est évident que tout ça est un peu absurde et plein d'illusions. Qu'un génome identique chez un autre individu ne veut pas dire que les deux individus sont identiques, parce qu'on n'est pas seulement le produit d'un génome. Bon, j'en viens quand même à... Moi, mon métier, c'est la procréation. Je l'ai toujours dit, et je me suis battu contre mes collègues qui continuent d'afficher sur leur laboratoire de biologie de la reproduction humaine. Je trouve ça complètement scandaleux. La reproduction, on l'a évoqué, c'est le bouturage. C'est la copie du même, c'est la photocopie, c'est le clonage. Or, c'est le mot officiel aujourd'hui en médecine pour parler des techniques d'assistance à la procréation des gens. Moi, je n'emploie toujours le mot procréation et on se moque de moi. Ça changera peut-être. Alors, qu'est-ce que c'est que... Bon, d'abord, quelle différence entre procréation et reproduction? Reproduction, on l'a évoqué, c'est un individu qu'on va essayer de multiplier à l'identique. Procréation, c'est deux individus, un mâle et une femelle, et ce n'est pas spécifique de l'homme, c'est valable pour les moutons, pour les souris et même pour beaucoup de plantes. C'est deux individus, un mâle et une femelle, qui ensemble fabriquent un ou 1000 individus qui diffèrent tous de papa et maman et qui diffèrent entre eux. Et le miracle de la procréation, c'est qu'elle produit toujours du nouveau. C'est le contraire du clonage, d'un point de vue génétique, et c'est le contraire de la démarche génique. Donc moi, je m'intéresse à la procréation, et pour évoquer un peu ce qui se passe, les mots-clés que vous avez entendus dans le récent débat autour des lois de bioéthique, c'est clonage thérapeutique, clonage reproductif et cellules souches. Bon, il y a recherche sur l'embryon qui recouvre un peu le tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Le clonage thérapeutique,
consisterait à fabriquer un embryon qu'on détruirait immédiatement après sa construction, c'est-à-dire vers 5-6 jours après la fécondation, dans le but de recueillir les cellules qu'il compose et d'utiliser ces cellules pour, pour traiter un malade. Alors là, il y a beaucoup de façons d'agir. Avant de parler du clonage reproductif, si je vais évoquer le clonage reproductif, c'est le même. Mais cet embryon, au lieu de le détruire, on va le transplanter dans un utérus, comme on fait pour un embryon produit par fécondation in vitro. Et si tout va bien, on aura un bébé 9 mois plus tard. Vous voyez que la différence est faible. On sait faire la dernière étape. Passer du clonage thérapeutique au procréatif, au reproductif, on sait faire. Donc il n'y a plus qu'à apprendre le début. Or, c'est pour le début qu'actuellement beaucoup de chercheurs et d'industriels mènent un combat qui n'est pas prévu dans la loi encore, parce que la situation n'est pas favorable, mais je pense que dans 1 an ou 2, ça le sera. Et ce clonage thérapeutique va donc être revendiqué comme une nouvelle façon médicale d'agir. Alors, pourquoi ? Il s'agit d'avoir des cellules pour traiter donc des malades. Bon, en même temps, on a des cellules qui existent déjà chez des embryons, donc des cellules embryonnaires, qu'on appelle des cellules souches, qu'on dit totipotentes, parce qu'elles peuvent évoluer selon le milieu où elles sont, selon les substances qu'on colle dessus. Elles peuvent évoluer pour fabriquer tous les tissus, du tissu sanguin, nerveux, hépatique, rénal, un peu tout ce qu'on veut. Donc c'est miraculeux. Ces cellules, elles sont dans tous les embryons jeunes. Or, des embryons jeunes, on en a à peu près 100 000 dans les cuves d'azote liquide en France, qui sont abandonnés par les couples. C'est-à-dire qu'ils ont été conçus dans le but de faire des enfants, mais les couples n'en veulent plus. Donc ils peuvent être détruits pour rien, être détruits à l'occasion de récupération de cellules à but thérapeutique, ou être donnés entièrement pour des couples dans le cadre de ce qu'on appelle l'accueil, c'est-à-dire de l'adoption d'un embryon, la mère adoptive réalisant elle-même la grossesse. Donc c'est les sujets qui sont actuellement évoqués. Et les chercheurs disent, mais ça n'est pas suffisant, on ne pourrait pas utiliser ces cellules-là. Je signale qu'on produit encore 1000 embryons qui deviendront surnuméraires, on peut prévoir, d'après nos statistiques, 1000 tous les mois, qui deviendront abandonnés. Donc il y a de la ressource. Les chercheurs disent, d'une part, il n'y en a pas assez, là, je crois qu'ils sont très gourmands, mais disent surtout, ce qui est important, c'est qu'on veut greffer des cellules à un homme en évitant tout l'ennui actuel des greffes, c'est-à-dire tous les traitements qui permettent de faire tolérer la greffe cellulaire par l'organisme génétiquement étranger, celui du receveur. Donc il nous faut des cellules compatibles. La seule façon de faire des cellules compatibles, c'est de prendre des cellules chez le malade, de faire un clonage, c'est-à-dire de les mettre dans un ovule, de fabriquer un embryon, de récupérer ces cellules embryonnaires qui vont avoir le même génome que le malade, et alors là, c'est merveilleux, on a les cellules idéales. Bon, peut-être, mais tout ça n'est pas montré. Il n'est pas montré que des cellules d'embryons étrangers qu'on aurait typées justement pour leur caractère immunitaire, ne pourraient pas être regroupées en 50, 100, 200 familles, on peut faire beaucoup de familles, et finalement qu'on trouverait dans nos banques d'embryons des ressources qui conviendraient à n'importe quel malade et qui ne seraient pas rejetées. L'expérience n'est pas faite sur l'animal. De plus, il y a une autre source de ces cellules-là qui existe chez toutes les personnes, chez vous, chez moi, apparemment dans tous les organes, qui sont des cellules souches qui restent dormantes dans les organes et qui évoluent à un certain moment quand l'organe a besoin de ces cellules pour régénérer. Et ces cellules-là, qui sont évidemment, qui ont le génome de chaque personne, pourraient aussi servir de cellules donneuses à des fins thérapeutiques. Il n'y a pas d'expérimentation achevée là-dessus, il y a des essais sur le rat, sur le singe, prometteurs, dit-on, mais rien n'est achevé. Autrement dit, il faudrait d'abord savoir, enfin là j'entre un peu dans le débat donc je raccourcis, il faudrait d'abord savoir quelle est la meilleure façon de faire en faisant le moins possible d'entorse à l'éthique. Je vais quand même à l'autre hypothèse, clonage reproductif. Là aussi, il y a une revendication médicale. Vous avez Antinori, cette fois, un gynécologue italien associé avec un physicien américain qui prétend fabriquer des enfants par clonage reproductif. Donc là, vous voyez, on fabrique un embryon à partir du noyau cellulaire d'un homme dans le but de faire un enfant porté par la femme de l'homme qui elle-même va donner l'ovule. Donc ça se passe dans le couple. La femme donne l'ovule, on retire le noyau de l'ovule, on met le noyau de son mari et elle va porter son enfant mari pendant 9 mois. On fera un bébé et ce bébé, on pourra lui piquer des cellules éventuellement, mais surtout dans l'hypothèse Antinori, cette technique permettrait de lutter contre des formes de stérilité masculine contre lesquelles on ne peut rien. C'est-à-dire s'il n'y a pas un seul spermatozoïde. Donc c'est son idée, c'est pas de faire un enfant prothèse, mais c'est de faire un enfant copie d'un homme stérile que le couple garderait comme son enfant. Donc ça, c'est une des solutions
médicale, entre guillemets, pour le clonage thérapeutique. L'autre solution qu'on évoquera, c'est celle de fanatiques, de fous, de paranoïaques. Donc là, on a le corps Raël, qui est de multiplier un individu. J'ajouterai quand même qu'il y a encore un cas de figure. Là, on parle du clonage, finalement, pour fabriquer une personne. Mais j'ai évoqué hier soir, dans le cadre de la sélection humaine, le clonage de l'embryon. C'est-à-dire que si on fait vraiment de la sélection des embryons, dans le cadre de la fécondation in vitro, quelque chose qui se développe actuellement, quand on arrivera au milieu de 50 embryons produits par un couple, c'est certainement ce qu'on aura dans 10 ou 20 ans, à identifier énormément de caractères du génome, à classer selon une hiérarchie de promesses génétiques tous ces embryons, celui qui sera en première position, il n'aura toujours qu'une chance sur 10 de devenir un bébé, ce qui est déplorable. Je crois que là, il y aura une responsabilité médicale et un argument médical pour pratiquer le clonage embryonnaire, pour produire 10, 20 ou 30 embryons identiques à celui-là, à partir de celui-là, afin de s'assurer, en les transplantant un à un, parce qu'on sait les congeler entre-temps, de s'assurer que naîtra un enfant qui sera le meilleur génétiquement de tous ceux qu'aurait pu concevoir le couple concerné. Donc c'est encore une forme de clonage, d'application du clonage. Bon, je crois que je vais m'arrêter là parce qu'il y a énormément de choses à dire. Merci beaucoup Jacques Testard, mais avant de continuer, parce que vous avez avancé un concept là, qui mériterait, je crois, une plus ample réflexion, puis on va peut-être en parler avec Marie-Angèle Hermite, c'est-à-dire la distinction entre clonage reproductif et clonage thérapeutique, qui mérite une réflexion évidemment. Peut-être ça vaudrait le coup à ce point de faire un gros plan sur les Raéliens, étant donné qu'effectivement il s'agit d'une organisation qui se livre aujourd'hui à des expériences, je ne sais pas comment dire, en dehors de la recherche d'une certaine façon. Alors le mouvement raélien, pour ceux qui ne connaîtraient pas, enfin, c'est assez connu parce qu'on en a beaucoup parlé, il y a eu beaucoup d'articles de journaux et leur chef Raël, Claude Vorillon dit Raël, s'est beaucoup montré à la télévision à une certaine époque. C'est un groupe religieux à caractère sectaire qui, je dirais, appartient à la catégorie des mouvements sous-coupistes, c'est-à-dire que Claude Vorillon affirme avoir été contacté par 2 fois par des extraterrestres en Auvergne, les avoir rencontrés, être allé dans leur vaisseau et donc depuis lors a développé tout un mouvement visant à ouvrir des ambassades pour accueillir les extraterrestres et surtout se prévaut d'un enseignement extraterrestre, l'idée étant que selon lui les Elohim dont parle la Bible seraient des extraterrestres, donc Dieu n'existerait pas mais ce seraient des extraterrestres qui auraient créé l'homme en laboratoire. Donc il y a déjà là, avec une forme de clonage, au départ, nous serions nous-mêmes les produits d'un clonage, et il s'agit aujourd'hui de, selon lui, évidemment, je ne prends pas à mon compte évidemment ces allégations, il s'agit selon lui de reproduire cette démarche pour aujourd'hui faire... Alors on rejoint ce que disait Gilles-Éric tout à l'heure, c'est-à-dire pour entre guillemets améliorer l'humanité, c'est-à-dire faire des clones de Raël, c'est-à-dire faire effectivement une humanité supérieure avec tout ce que ça peut impliquer comme je dirais comme substrat politique trouble. Hein. Donc voilà. Alors maintenant, Jacques Testard, est-ce que vous pourriez nous expliquer en quoi consistent ces fameuses expériences de Raël? Non, les expériences de Raël, elles consistent à refaire ce qu'on a fait pour faire le mouton d'Oli, parce qu'il n'y a pas de miracle. Mais pourquoi est-ce qu'on parle de Raël et d'Antinerie? D'abord parce qu'ils aiment bien qu'on parle d'eux, mais ensuite parce qu'effectivement, ils sont les mieux placés dans le monde pour réaliser cela. Pourquoi? Bon, tout le monde peut soudoyer un biologiste compétent. Personne n'est complètement compétent. Mais des biologistes qui peuvent faire beaucoup d'essais et peut-être réussir, il y en a quelques milliers dans le monde. Donc Raël peut en acheter un, Antinerie peut en acheter un autre, ou ils peuvent acheter le même, je ne sais pas. Il y a de la concurrence à mon avis. Mais ce qu'ils ont comme avantage, c'est qu'ils disposent des éléments biologiques indispensables pour réaliser cela. Raël, avec ces minettes charmantes d'ailleurs, qui tournent autour de lui et qui fourniront les ovules, ou mettent des noyaux de M. Raël, évidemment, et qui fourniront l'utérus pour porter. Et ça, c'est le plus dur à avoir. On n'a pas ça n'importe où. Ailleurs, il faut soit acheter, soit violer les gens. Et puis, du côté d'Antinerie, c'est pareil. Son idée de fabriquer des enfants copie conforme d'un homme stérile, eh ben, il a l'homme qui donne le noyau, ça c'est facile, mais il a la femme, l'épouse de l'homme, qui va donner l'ovule et qui va porter dans son utérus. Donc, ils ont trouvé des astuces pour être en meilleure position stratégique pour réussir. Après, il n'y a plus qu'à faire un certain nombre d'essais. Je pense que n'importe qui va faire ça 100 fois, il aura une grossesse. Mais il faudra le faire 200 ou 300 fois pour s'assurer que la grossesse porte un enfant viable. Bon, donc c'est tout à fait faisable, il faut avoir assez de cobayes. C'est réussi pour les singes.
Oui, non, mais c'est réussi dans toutes les espèces où on l'a essayé. Mais dans l'espèce humaine, on ne peut pas quand même opérer de force des femmes pour leur piquer des ovules ou pour leur transplanter des embryons clonés. Donc il faut que les gens soient d'accord. Oui. Et là, chez Raël ou chez Antinori, on a l'accord des gens. Donc c'est une situation qui leur est tout à fait favorable. Quant aux biologistes capables de faire ça, je vous dis, personne n'a la recette absolue, mais beaucoup sont capables de le faire au prix d'un certain nombre d'essais. Oui, mais il y a aussi quand même beaucoup de biologistes australiens ou anglo-saxons qui se sont réunis, certains sont nobelisables, et qui ont dit, écoutez, nous, si une femme vient nous dire qu'elle a perdu son bébé, et elle ne peut plus en avoir tout de suite, soit parce qu'elle a perdu son mari, soit parce qu'elle a eu un problème entre-temps, et qu'elle veut qu'on lui clone, que ça ne fait de mal à personne, il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc il y a quand même toute une tradition utilitariste qui aboutit au clonage humain en le banalisant sans pour autant être un mouvement sectaire. Alors je voudrais qu'on en vienne à Marie-Angèle, mais je crois Rémi Chauvin, vous souhaitiez intervenir, mais alors brièvement, parce que votre tour viendra un peu plus tard, donc si vous pouviez... Oui, mais écoutez, vous y allez à une vitesse folle. Ah oui. Supposez, les amis, qu'on puisse trier les embryons. Vous connaissez, vous, une méthode pour trier les embryons qui seront parfaits et qui seront des idiots quand même? Vous connaissez une méthode pour trier les embryons qui auront du génie? Vous la connaissez? Alors, ce triage est une basse rigolade. On peut le faire du point de vue physique, du point de vue intellectuel. Est-ce que deviendra le type? Vous savez parfaitement qu'on ne peut pas le faire. Oui ou non? Ça ne sera pas le niveau intellectuel qui sera forcément recherché. Aujourd'hui, qu'adviendrait-il si un gagnant de Star Academy ou de Love Story était un clone? Peut-être qu'il y aurait des adeptes Jean-Édouard du était un clonage. clone. Derrière, je veux dire qu'on ne recherche pas forcément, malheureusement, aujourd'hui dans le monde, les critères les plus éthiques pour savoir ce qu'on doit reproduire. En tout cas, ça serait intéressant à ce point qu'on en vienne, je dirais, à la dimension juridique, parce qu'on a la chance d'avoir une juriste parmi nous qui est Marie-Angèle Hermite, donc directeur de recherche au CNRS, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, et qui justement, sur cette question du clonage, peut apporter un regard qui est celui du cadre juridique. Parce que tout à l'heure, quand je vous disais cette phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme, ça veut dire que est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a aujourd'hui des chercheurs sans éthique, c'est-à-dire des chercheurs obsédés par le résultat, qui vont faire fi de toute considération morale et qui sont capables de tout? Alors qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui par rapport à un tel danger, Marie-Angèle? Bien, je crois surtout qu'on peut ne pas faire, parce que à l'heure actuelle, un certain nombre de législations, pas toutes évidemment, ont des dispositions volontaires ou involontaires dans un certain nombre de cas qui interdisent de faire le clonage. Alors, ce que je voudrais montrer, c'est d'abord écarter ce qui est clonage reproductif, et évidemment, je répondrai à vos questions si vous avez des questions sur le clonage reproductif, mais je crois d'une part qu'il est évident pour beaucoup de gens, pour une majorité de gens, or nous vivons dans un régime politique majoritaire, il est évident pour une majorité de gens qu'il n'est pas souhaitable que les couples puissent reproduire l'un des individus ou qu'un individu puisse se reproduire tout seul plutôt que de procréer, soit naturellement, soit par les techniques de fécondation in vitro. Donc actuellement, il n'y a aucun consensus, il n'y a que des minorités pour faire du clonage reproductif. Si d'aventure un clonage reproductif aboutissait à la naissance d'un être humain, il est bien évident qu'en droit, et là sur toute la planète, il n'y a pas d'exception, en droit ce serait une personne humaine comme une autre avec l'intégralité de ses droits. Alors se poserait peut-être la question de ce qu'on ferait, de ce qu'on appliquerait comme sanction à ceux qui l'ont fabriqué, que ce soit les médecins, que ce soit les biologistes, que ce soit les parents, mais en tout cas, le clone, lui, une fois né, est une personne humaine dans l'intégralité de sa dignité. Ça, je crois qu'il faut être absolument clair là-dessus, parce qu'il y avait des choses qui avaient été écrites en sens inverse. Bon, maintenant, une fois qu'on a écarté cette question du clonage reproductif, apparaît la question du clonage que l'on appelle le clonage thérapeutique, et qui est, me semble-t-il, beaucoup plus complexe, et où, à l'inverse, on a, je le crois ou je le crains, je ne sais pas très bien comment dire, une majorité de gens qui sont en faveur
du clonage thérapeutique que je vais essayer de vous expliquer avec mes mots de juriste et je vais essayer de vous expliquer pourquoi, à l'heure actuelle, la loi française l'interdit absolument et pourquoi, selon toute vraisemblance, on se dirige vers une autorisation à moyen terme du clonage thérapeutique. Alors, le clonage thérapeutique, on vous l'a déjà dit, il y a une double voie qui est imaginée aujourd'hui, une voie majoritaire, un peu plus en avance que l'autre, qui est celle qui pose véritablement problème, qui consiste à prendre une cellule d'un individu adulte, malade, de prendre le noyau de cette cellule, d'intégrer ce noyau dans un ovocyte et donc de constituer quoi on va essayer de le voir. Et cette entité qu'on aura constituée, on va la transformer en lignées cellulaires qui vont se transformer en cellules hépatiques, cellules cardiaques, etc., qui permettraient très éventuellement de soigner la personne malade. Alors, pourquoi j'ai parlé d'entité ? Parce qu'il y a effectivement deux voies pour réaliser ce clonage thérapeutique. La première consiste à passer par une entité qui ressemble à un embryon, qui est, de mon point de vue, un embryon humain, puisque si on le replace dans un utérus, il a un certain nombre de chances, X sur 100, d'aboutir à la naissance d'un bébé. Il ne peut pas, soit il meurt, soit il aboutit à la naissance d'un bébé une fois qu'il est placé dans un utérus. En revanche, il y a une autre méthode qui consiste à prendre ces cellules souches dormantes à l'intérieur du corps de l'adulte et, sans passer par la phase embryonnaire, à reprogrammer cette cellule en cellule hépatique, cardiaque, etc. Cette deuxième voie est moins en avance que la première parce qu'elle a été commencée plus tard, mais à l'heure actuelle, elle avance plutôt plus vite que la première en termes de résultats. Elle reste cependant en retard par rapport à la première. Alors, tout le lobbying d'un certain nombre de biologistes consiste à demander aux législateurs de reconnaître une totale liberté de la recherche en la matière et donc à essayer d'expliquer que l'embryon qui est constitué à partir du noyau et de l'ovocyte n'est pas un embryon humain, mais simplement un artefact. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été fabriqué à la suite d'une fécondation. Il a été fabriqué à la suite d'une manipulation de cellules, et certes, si on le place dans un utérus, il donnera un bébé, mais il n'a pas été fécondé comme le sont les bébés normalement. Et donc, disent certains, ça n'est pas un embryon, mais un simple artefact. Donc, une fois qu'on en est là, on va essayer de voir ce que dit la loi française à l'heure actuelle concernant l'embryon humain. L'embryon humain a été qualifié en 1994 d'être humain dès le début de la conception, ayant droit au respect. Être humain ayant droit au respect. Dans la loi, ça s'oppose à la notion de personne humaine qui n'est applicable qu'aux enfants nés, vivants et viables. Donc il y a une différence entre être humain, qui n'a droit qu'au respect, et personne humaine, qui a droit à tous les droits fondamentaux de la personne humaine, droit à la vie, droit à la dignité, et tous les droits que vous connaissez évidemment. Alors qu'est-ce que c'est que cet être humain qui n'est pas une personne, cet être humain non personne ? Bon, un être, ça s'oppose à quoi ? Ça s'oppose à une chose, c'est-à-dire que l'embryon humain, si vous le replacez dans un utérus, il va donner un bébé, ou il va mourir avant, mais il ne donnera pas un foie, une rate, ou quoi que ce soit d'autre. Il ne donnera jamais une chose. Il va mourir ou devenir un bébé. En revanche, une chose, par exemple un ovocyte, par exemple un spermatozoïde, vous avez beau le remettre dans un utérus, il ne deviendra jamais un bébé. Ça, c'est la différence entre l'être et la chose. Ensuite, c'est un être humain, ce qui s'oppose au fait que ce soit un être lapin, caprin, porcin, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cet être humain ? Si on l'analyse du point de vue des lois de 1994, eh bien, c'est quelque chose qui a été doté par le législateur d'un certain nombre de
qualité négative et non pas positive. C'est-à-dire que le législateur a prévu qu'on n'avait pas le droit de féconder un ovocyte à d'autres fins que la procréation humaine. On ne peut pas faire un embryon pour le transformer en produit commercial. On ne peut pas faire un embryon, et c'est puni de 7 ans de prison et de 700 000 francs d'amende, donc ça n'est pas rien. On ne peut pas constituer cet être humain, par exemple, pour faire de l'expérimentation et jeter après l'expérimentation. On ne peut pas faire un embryon à d'autres fins que d'essayer de le faire naître. Donc l'objectif du législateur, ça a été d'éviter toute réification de l'embryon, tout en ne lui donnant pourtant pas pour autant un droit à la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation de replacer tous les embryons humains qui ont été fabriqués dans un utérus pour leur donner une chance. Simplement, on ne peut pas les transformer en choses. Si on les donne à un autre couple, on ne les donne pas comme un bien, mais on passe devant le juge, et le juge va examiner, exactement comme il fait pour une adoption, la volonté du couple qui va abandonner cet embryon, la capacité du couple qui va le recevoir à être un couple parental capable d'aimer l'enfant qui naîtra, etc. Donc, toujours ce souci de ne pas réifier cet embryon et de le doter dès le départ, au fond, de ce qu'on pourrait appeler la condition humaine. C'est-à-dire qu'il peut mourir, bien sûr, il peut lui arriver plein de choses, mais il ne peut jamais être transformé en chose. Or, le projet d'aujourd'hui, c'est d'arriver à se servir des embryons humains, non pas pour leur donner une chance de naître ou pour les faire mourir, ce qui est un destin humain en toute occurrence. Nous sommes tous destinés à la mort un jour ou l'autre. C'est un destin qui reste dans la condition humaine, tandis que le projet d'aujourd'hui, c'est de transformer ces embryons en médicaments. Donc là, il y a une différence ontologique, il y a une différence de nature sur le projet qui pèse sur les embryons, où d'un côté, Jacques vous disait, moi je fais de la procréation, même si je fais de la procréation artificielle, c'est-à-dire que quand je constitue un embryon, il est destiné à être replacé dans un utérus. Et s'il n'est pas replacé dans cet utérus, eh bien, il va être, sa conservation va être stoppée et il va mourir. Mais dans les embryons de la nature, il y a une majorité d'embryons qui meurent. Ça fait partie du destin des embryons de mourir, comme ça fait partie du destin de tous les êtres humains. En revanche, les transformer en lignées cellulaires pour en faire des médicaments, là, on franchit une étape que l'humanité n'a jamais franchie et qui est hors de la condition humaine. Donc ça consiste à faire des êtres humains hors de la condition humaine. Donc je pense que c'est là le saut que l'on est en train de nous demander de faire, et comme on le fait par petites étapes quasiment impalpables, ce qui a été décidé il y a 3 jours par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire vos représentants, ça a tout de même été non pas de constituer des embryons pour les transformer en médicaments, ça c'était le projet initial qui a été écarté, mais ça a été d'utiliser ces fameux 100 000 embryons abandonnés pour les transformer en lignées cellulaires expérimentales. Et le jour où on aura les premiers résultats dont on nous dira qu'ils sont tout à fait encourageants, comme on nous dit toujours, eh bien là, il ne restera plus qu'à franchir la dernière étape, qui est de pouvoir les constituer à des fins de devenir des médicaments, parce qu'il les faut évidemment en très grand nombre si on veut faire de l'industrie. Embryon ou artefact, c'est vrai que ça fait froid dans le dos. C'est quelque chose d'assez... bon.
Rémi Chauvin, je pense que vous avez sûrement beaucoup de choses à nous dire. Vous avez eu envie de réagir tout à l'heure à chaud et c'est tout à fait naturel. Donc Rémi Chauvin, quand même, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore, vous êtes professeur honoraire à la Sorbonne, vous êtes éthologue. Et puis, vous, j'avais envie au départ de vous demander si, à votre avis, il existait... Eh bien, pourquoi pas un clonage naturel, c'est-à-dire que finalement, les techniques de clonage, ce photocopiage, ce bouturage, est-ce que l'homme n'est pas allé le chercher à l'image de formes préexistant dans le vivant? Mais en même temps, j'ai envie de vous demander ce que vous pensez de ce qui vient d'être dit, Rémi Chauvin. Je pense, mes chers collègues, que vous me faites suer, parce que vous êtes en train de raconter des blagues. Vous oubliez que dans un chercheur, il y a le docteur Faust, et il y a la bombe atomique. Dites donc, par hasard, la bombe atomique n'a pas été plus ou moins poussée à sa réalisation par un certain type qui s'appelait Einstein, et qui était un génie. Et vous croyez que, si par hasard, heureusement on ne peut pas le faire, mais supposez que je clone je ne sais pas quoi, une sorte de vague embryon, et que je trouve le moyen de développer son cerveau de telle manière en faire un homme de génie. On est bien loin de là, hein. Mais supposez que ça arrive demain ou dans 1 heure. C'est parce que la découverte, c'est comme ça. Vous connaissez un chercheur qui ne le ferait pas? Je vais vous citer un exemple, parce que nous sommes comme ça. Lorsqu'on a fait éclater la première bombe atomique, s'il y avait, je ne sais plus qui, un gaillard très célèbre, c'était pas Oppenheimer, qui allait dans le champ d'Alamogordo, je crois, appuyer sur le bouton qui allait faire éclater la première bombe. Et c'était un homme très cultivé. Il s'est récité un passage de la Tarva Veda, je crois, ou je ne sais plus quel dieu hindou, se dit « Je suis le créateur et le destructeur des mondes ». Il s'aperçut qu'il allait l'être. Et que fit-il? Il appuya sur le bouton. Nous sommes tous comme ça. Nous sommes tous comme ça. Il y a du Prométhée en nous, il y a une folle imprudence en nous, et au diable, tous les discussions juridiques qu'on peut faire, personne ne nous en empêchera. Ne croyez pas que ça m'amuse, je le regrette, mais à un certain moment, la recherche scientifique n'est pas indispensable de la vertu. Et la vertu, hélas, où est-ce qu'elle est, la vertu, hein? Pourquoi voulez-vous qu'un homme plus savant soit meilleur qu'un autre homme? Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et ces dispositifs, ces petits jeux qu'on fait avec le clonage, peuvent nous amener bien plus loin qu'on ne croit. Il suffit, comme tu le sais, cher ami, d'une découverte qui tout d'un coup nous ferait avancer, pour nous permettre de fabriquer un embryon comme nous voudrions. Et je citerai un exemple qui est peu connu. Je me suis dans le temps occupé des enfants surdoués. Et je me suis fait engueuler avec ça, parce qu'on prétendait que j'étais hitlérien, parce que je trouvais qu'il fallait s'occuper des enfants surdoués. Je citerai tout de suite que ma mère a été arrêtée par Gestapo et que je n'étais pas très hitlérien. Hein. Mais je viens d'avoir connaissance, il y a 2 ans, du programme chinois. Vous me direz que je suis loin du sujet, mais en réalité, vous allez voir qu'on y revient. Le programme chinois de détection des enfants surdoués, il porte déjà sur 200 000 enfants. Pour la Chine, c'est rien du tout. Si idiots que soient les tests, ils vont très certainement trouver quelques hommes de génie et ils vont les élever. Ce qui n'a jamais été fait, sauf par les Israéliens, ça on l'ignore, et par les Russes. Hein. Et ça peut donner quoi? Mais ça vaut 10 bombes atomiques, vous le savez bien. Hein. Alors vous ne pourrez pas empêcher Prométhée chez nous. Hein. Simplement, je ne sais pas si on pourrait trouver une drogue qui fait augmenter la vertu civique chez les hommes de science, ça serait bien pratique, mais on ne la connaît pas. Alors, nous sommes dangereux, c'est certain, mais quand on sait ce que les hommes de science, de génie, ont apporté à l'humanité, ça vaut le coup. Et soyez tranquille, on va le faire. Voilà ce que je voulais dire. Alors Marie-Angèle, vous voulez répondre, je crois, à Rémi Chauvin. Et ensuite Gilles-Éric. Puis après, vous allez pouvoir vous aussi, bien sûr, pouvoir vous exprimer. Marie-Angèle, je vous écoute. Je voudrais répondre là-dessus parce que là, je crois qu'on est au cœur du problème. C'est-à-dire que là, je viens d'entendre le discours que j'entends depuis des années. Au diable les juristes, au diable le droit, jamais on n'empêchera la recherche parce que la recherche est dans la pulsion de l'espèce humaine et à la limite, s'il y a une différence entre les animaux et les hommes, c'est le goût de la recherche et c'est le goût de la curiosité intellectuelle. Oui, à ceci près qu'aujourd'hui, les retombées des connaissances scientifiques sont ce qui nous gouverne au sens politique du terme, beaucoup plus
que les politiques ne nous gouvernent, et beaucoup plus encore que l'économie ne nous gouverne, parce que l'économie n'est qu'une retombée finalement aujourd'hui des connaissances scientifiques. Donc la vraie révolution de la démocratie aujourd'hui, c'est d'auto-limiter la science comme on a auto-limité l'État et comme on a auto-limité les religions. Et tous les progrès humains aujourd'hui, le fait que nous vivons mieux aujourd'hui, c'est grâce à la science, c'est vrai, mais c'est grâce à la démocratie aussi qui a su apprivoiser les religions et qui a su apprivoiser les pouvoirs dans les États démocratiques. Or aujourd'hui, l'enjeu, chez nous en tout cas, ça n'est plus ni les religions, ni le pouvoir, ni même l'économie qu'on apprend à réguler petit à petit, mais c'est d'arriver à auto-limiter la science comme on a auto-limité le reste. Auto-limiter la science, finalement. D'un côté, Rémi Chauvin dit c'est un phénomène, c'est un processus naturel, finalement humain, et vous répondez non, au contraire, il faut que la démocratie auto-limite la science, en fait, c'est ça. Hein. La science, c'est la politique comme le reste. D'accord. C'est beau de rêver. Alors, Rémi Chauvin dit c'est beau de rêver. Alors, Gilles-Éric Serralini, allez-y, vous avez un autre point de vue. Je suis assez d'accord avec Rémi Chauvin et Marie-Angèle Hermite, c'est-à-dire que je pense qu'on fera des choses, mais qu'il faut les cantonner à ce que ça reste des délits pour que la société puisse les contrôler. Et je pense qu'on n'a pas d'autre issue dans ce risque-là, par progrès, que d'auto-limiter la science, c'est vrai, et même peut-être de l'hétéro-limiter par l'entourage de la démocratie autour. Je pense qu'il est sain que les citoyens s'occupent de science, et même indispensable. Donc, je crois qu'il faut dire clairement qu'il n'y a pas de différence franche entre le clonage thérapeutique et le clonage reproductif, que la limite est floue intrinsèquement à la technique et aussi parce qu'il y a toujours des cas limites et que cette limite restera floue. Je prends un exemple. Comme le disait Rémi Chauvin, on pourra faire des modifications génétiques dans l'espèce humaine et il y a quelque chose qu'on fera en plus du tri embryonnaire qui est on en parle déjà, vouloir réparer des maladies génétiques sur l'embryon. Et donc là, pour ça, on fera du clonage reproductif thérapeutique. Et donc la limite restera très floue parce que pour enlever une maladie génétique grave à la descendance de parents qui ont un problème génétique identifié, on essaiera de faire de la thérapie génique sur l'embryon. Et du moment qu'on l'a admis sur l'espèce humaine, on essaiera de le faire. Alors peut-être qu'il y aura des effets secondaires, ça à n'en pas douter. On a une dégénérescence génétique qui augmente en général dès qu'on fait du bouturage. Ça c'est un fait indéniable. Mais il y aura des cas spéciaux. Alors nous, ce que nous proposons au CRIGEN avec Corinne Lepage, c'est de faire augmenter les deux, c'est-à-dire à la fois le contrôle social et le contrôle démocratique de la science, mais aussi de demander aux jeunes scientifiques qui obtiennent un doctorat de prononcer un serment éthique que nous avons sur notre site internet crii-gen.org et de s'engager à examiner les conséquences sociales de leurs gestes. Bien sûr, ce n'est qu'un acte. Mais derrière, on pourrait imaginer un conseil de l'ordre des biologistes qui, à mon avis, apparaît tout aussi indispensable que le conseil de l'ordre des médecins ou des avocats pour éviter en interne un maximum de dérives. Et il me semble que la biologie moléculaire et la génétique sont devenues des sciences tellement puissantes sur l'avenir de l'humanité, le XXIe siècle sera génétique, qu'on se doit, parce qu'on est des hommes qui accédons à ces niveaux d'intelligence et de technicité, qu'on se doit de mieux les contrôler. Ça fait partie du développement naturel des choses. En tout cas, merci beaucoup Gilles-Éric. En tout cas, moi j'ai l'impression que dans ce distinguo entre clonage thérapeutique et clonage reproductif, il y a quand même une part diplomatique, c'est-à-dire qu'un clonage thérapeutique, ça passe plus facilement qu'un clonage reproductif. C'est plus facilement admis. J'ai l'impression qu'il y a quand même une part un peu diplomatique là-dedans. Jacques Testard, vous voulez répondre, mais brièvement, parce qu'après on va faire circuler les micros. Brièvement, mais plusieurs points. D'abord, ce que j'entends sur la science, ça fait longtemps que je l'entends, j'y crois pas. C'est pas la science qui occupe les laboratoires de recherche, c'est la technoscience
c'est-à-dire une activité financée de l'extérieur, de plus en plus par le privé, parfois par le public, qui a pour but de produire des moyens d'action et non pas des connaissances. Alors on est obligé quelquefois d'avoir des connaissances en plus, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'agir, et dans tous les programmes de recherche, la finalité est clairement exprimée, c'est pour ça qu'on a les moyens de la faire. Donc ça, c'est le premier point. Il faut absolument démystifier ce qui se passe dans les laboratoires. Il n'y a plus de science, ou c'est un accident, il y a de la technoscience. Deuxième point, soigner l'embryon. Alors là, je trouve, non, ça n'a pas de sens. Tous les couples sont capables de produire des embryons qui n'ont pas la pathologie produite par les parents. Autrement dit, par le tri embryonnaire, on n'a pas besoin de soigner. C'est tellement plus simple de produire 15 embryons et de virer les 3 qui sont mauvais, il en reste encore bien trop. Donc ça, j'y crois pas du tout. Le serment des chercheurs, pourquoi pas? Il y avait Michel Serres qui avait produit un texte analogue, c'est sympathique. Bon, il y a encore le serment d'Hippocrate pour les médecins, ça ne nous a pas empêché d'avoir des médecins nazis d'une part, et d'avoir de tout temps. L'eugénisme dans les pays démocratiques a toujours été animé par les médecins qui avaient prêté le serment d'Hippocrate. Donc ça, j'y crois pas non plus. Je ne crois pas que la profession peut s'autopolicer. Je crois au contraire au droit, venu du dehors, à la réglementation, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire. Alors un tout petit mot à propos des deux types de clonage. Oui, on peut toujours prêter serment. Moi, je veux bien prêter serment, mais franchement, ça ne changera pas la face du monde. C'est une façon un peu de se blanchir facilement. Je crois qu'il faut être obligé par les autres pour agir. Donc, ça en fait partie. Un mot à propos quand même des deux formes de clonage qu'on a évoquées. C'est vrai ce que vous dites, que le clonage thérapeutique a meilleure presse. On dit c'est pour soigner les malades et souvent les petits-enfants malades, donc c'est bien. Alors que le clonage reproductif, c'est dégueulasse, c'est un milliardaire qui va vouloir être immortel. Bon. Mais si vous regardez bien, si vous reprenez ce qu'a dit Marie-Angèle sur cet artefact, sur cet objet que devient un embryon qui va servir à donner des pièces, il y a quelque chose qui peut tout à fait se discuter d'un point de vue éthique. Moi, je dirais que le clonage reproductif, celui qui est dit monstrueux aujourd'hui, et contre lequel je suis, bien évidemment, comme tout le monde, malgré tout, il ne fait qu'exprimer la misère de la condition humaine, mortelle, et que chacun cherche à s'en tirer au mieux. Soit en allant à confesse, soit en cherchant des moyens de voler les autres, soit, bon, d'être immortel, pourquoi pas. C'est idiot. Mais ça fait partie des choses qui nous permettent peut-être de survivre un certain temps en croyant que ça va continuer un petit peu. Donc c'est misérable. Sans plus, ça ne change rien. Si on va fabriquer dans quelques années des clones humains, à mon avis, ça ne démontrera rien, ça ne changera rien à la condition humaine. En revanche, le clonage thérapeutique qui est animé par des intérêts, parce que moi je crois que quand on parle de science, c'est-à-dire de technoscience, il faut toujours regarder du côté du marché. Là où il n'y a pas de marché, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de marché pour le clonage reproductif, c'est simplement de l'artisanat isolé, alors que pour le clonage thérapeutique, il y a un marché. Il y a des cellules à breveter, à cultiver, à vendre, à congeler. Il y a tout un marché qui va se développer. Et c'est pour ça que les collègues sont surtout véhéments pour défendre celui-là, en prenant comme paravent de leur probité le fait qu'ils condamnent absolument le clonage reproductif. Or, ce clonage thérapeutique me paraît monstrueux. Comme a dit Marie-Angèle, fabriquer un humain dans le but de le détruire, c'est une révolution anthropologique. Et ça n'est pas dit par ceux qui le défendent. Vous rejoignez Guy Debord qui, lorsqu'il parlait justement des expériences comme ça pratiquées, parlait de la marchandisation de l'homme et que ça participait de ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire l'embryon devenant cet artefact. Mais elle ne commence pas avec le clonage, cette marchandisation de l'homme. Hélas, non. Elle n'est pas finie non plus. Alors, maintenant, on va peut-être, si on peut avoir un peu plus de lumière dans la salle, et puis si vous voulez intervenir à votre tour et poser des questions à nos invités qui sont passionnants sur le sujet, bien, vous êtes les bienvenus. Bonsoir. Là, il y a un monsieur au deuxième rang. Bonsoir. Ma question est surtout pour monsieur Testard. Je voudrais savoir quel est votre sentiment par rapport au Téléthon et, à mon avis, à cette espèce de démagogie pour financer des laboratoires. Alors effectivement, je suis content qu'on me pose la question parce que chaque fois que j'essaie d'en parler, on me coupe la parole dans les milieux officiels. C'est absolument scandaleux. Merci. C'est absolument scandaleux. Ah ben voilà. Oui, je suis étonné des applaudissements. D'habitude, on m'envoie des tomates. Parce qu'on me dit que je préfère que les petits-enfants souffrent. Je rappelle que le Téléthon,
son principal intérêt depuis une douzaine d'années, je crois qu'il existe, ça a été sûrement de financer des chaises qui permettent à des enfants handicapés de se déplacer. Ça, c'est un point positif. Il n'y a pas besoin de 500 millions pour ça. Or, c'est 500 millions. Sachez que 500 millions, c'est le budget utile de toute la recherche médicale française. Quand vous avez retiré les salaires des gens, les équipements, il reste 500 millions au niveau national pour faire toute la recherche médicale. C'est ce que M. Téléthon apporte. Il n'apporte pas tout, il en apporte une partie. Et c'est pourquoi le Téléthon dirige actuellement toute la recherche médicale française en orientant les programmes vers les maladies rares, vers la génétique, et qu'on ne peut rien faire d'autre. Et que les autres meurent. Et qu'on est en train de polariser toute la recherche vers les options du Téléthon. J'ajouterais que le Téléthon, malgré ses promesses tous les ans de guérir les petits-enfants malades, n'a jamais permis de guérir qui que ce soit, non pas le Téléthon, mais le conseil scientifique qui l'anime. La thérapie génique n'a jamais marché. Alors on m'oppose depuis 2 ans le protocole de Necker sur les bébés bulles, qui est une thérapie cellulaire qui ne s'applique qu'à 7 pathologies. Et on a fait croire que ça s'appliquerait même aux trisomiques, c'est complètement absurde. Ça ne s'applique pas à toutes les maladies dont on parle, la mucoviscidose, la myopathie et autres, absolument pas. Donc il n'y a pas de piste. Et actuellement, ceux qui nous ont vendu le Téléthon pendant 12 ans sont en train de nous vendre la thérapie cellulaire, qui est un peu moins absurde, mais qui n'a toujours pas fait ses preuves. Merci. Oui, je voudrais évoquer une idée, une simple idée. On pourra, et on fera malheureusement peut-être un jour le clonage d'un être humain. Mais on clonera que la mécanique, parce que le vibratoire, le gazeux, la conscience, je ne pense pas que ça se clone. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Jacques Testard ? Non, oui, je suis d'accord avec vous, mais je pense qu'on est tous d'accord à cette table. Non, moi je ne suis pas d'accord, parce que si vous clonez un être humain, c'est ce que je disais, ce sera une personne humaine complète, enfin celui qui naîtra sera une personne humaine, alors il sera peut-être jeté, étant donné le projet de ses parents, il sera peut-être à moitié fou, mais ça, il y en a d'autres, des névrosés. Et le vibratoire, je ne sais pas très bien ce que c'est que le vibratoire et le gazeux. Moi, je me sens ni vibreuse, gazeuse, mais enfin, bon, j'ai une conscience. Non, mais Marie-Angèle, je crois que ce qu'il voulait dire, c'est ce que tout le monde pense, c'est que le génome, c'est pas tout. Le génome, c'est pas tout. On peut cloner beaucoup de points de la structure, de l'apparence, mais sûrement pas l'esprit, la mémoire et beaucoup de choses. C'est-à-dire un clone peut-il avoir du talent, c'est ça ? Non, mais on ne clone pas un génome, on clone un embryon, et cet embryon, il est complet, il donnera un être humain complet qui sera ce qui sera, avec sa conscience, avec sa spiritualité, etc. Vous ne pourrez pas cloner quelque chose dans lequel il n'y aurait que du physique et pas de spirituel. Ça n'a pas de sens. Ah, ça les déçoit. Je voudrais m'adresser à tous les scientifiques. Dernièrement, nous avons entendu parler qu'il y avait, avec du lait de chèvre et la toile d'araignée, on allait faire un Kevlar beaucoup plus fort que n'importe quoi. Est-ce que ça rentre dans la recherche clonique? Oui, je vais prendre Vous avez entendu parler de ça? Oui, j'en ai parlé. De quoi s'agit-il, Gilles-Éric? Parce que moi, j'en ai pas entendu parler. J'en ai parlé longuement ce Chauvin matin dans ma présentation sur les animaux transgéniques. Demain matin, je la refais si cela vous intéresse. J'en ai parlé également dans mon ouvrage. C'est une firme qui s'appelle Nexia Biotechnologies au Canada, à Montréal, qui a comme projet de mettre un gène qui permet la synthèse d'une protéine de soie d'araignée dans une chèvre, pour faire une sorte de chèvre-araignée, qui va être clonée. Alors il y a un projet de cloner des petites chèvres naines qui produisent des protéines de soie d'araignée dans leur lait, et ensuite, grâce à une modification chimique et une extraction, on fabrique de la soie avec ce lait de chèvre contenant des protéines d'araignée. Et donc ça permet alors il y a eu quelques tentatives, ça permet de fabriquer des gilets pare-balles et puis des fils pour des sutures chirurgicales qui soient de matière organique. Donc pour l'instant, ça n'est pas quelque chose de tout à fait convaincant. Il
il y a quelques réalisations, mais ce n'est pas un niveau industriel, ça va rester marginal. Cependant, pour tout ce qui est fait avec des hautes valeurs ajoutées, on va réussir à avoir quelques applications ponctuelles comme ça. C'est un des exemples qui montre que les modifications génétiques sont très associées au clonage. Moi, je voudrais simplement souligner quelques points de désaccord que j'ai avec ce qui a été dit. Je ne crois pas que la thérapie cellulaire soit à jeter et qu'on doit jeter le bébé avec l'eau du bain. Je crois qu'il y a des promesses et que c'est difficile. Aujourd'hui, c'est très très difficile de savoir si on doit ou pas utiliser des cellules d'embryon pour régénérer l'organe d'un adulte, par exemple, qui aurait eu une crise cardiaque ou un problème cérébral. Je crois qu'il va y avoir une tendance à faire cela et qu'il faudra raisonner au cas par cas. Et j'insiste là-dessus. Je ne pense pas qu'on puisse complètement dire on ne doit pas utiliser des cellules humaines pour faire autre chose. Le problème est qu'on doit vraiment examiner chaque utilisation, chaque façon de faire. Ça sera extrêmement difficile. Alors, peut-être que la société décidera de fermer la porte complètement, mais il me semble qu'il faut étudier cela un peu plus, pas forcément au niveau de la recherche, mais étudier au niveau des possibilités tout ce qu'on doit faire et tout ce qu'on pourrait faire. Et il y a des risques de dérive énormes, ne serait-ce que aussi, j'y reviens, contrairement à ce qu'a dit Jacques Testard, je pense que les modifications génétiques de l'embryon pour réparer tel ou tel problème, quand il y a deux parents qui auront des maladies génétiques dominante, eh bien, il faudra peut-être rajouter un gène de plus, réparer, faire de la mutagénèse dirigée. C'est des choses qui sont déjà envisagées, qui sont envisageables. Je crois qu'il va falloir réfléchir au fait, si on permet la thérapie génique chez les adultes, il y a des gens qui vont essayer de faire de la thérapie génique chez l'embryon. Et chaque cas va être à étudier avec une grande énergie, un grand discernement. Il me semble qu'on ne peut pas fermer la porte aujourd'hui à l'ensemble de ces études. Alors, tout le monde va intervenir autour de cette table. Alors, je vais dans l'ordre. Je commence par Rémi Chauvin. Allez-y, Rémi. Un petit point de détail, mais qui peut peut-être amuser les gens. Ce type qui veut faire bouffer je ne sais pas quoi aux chèvres pour qu'on puisse tirer de la soie de leur lait. Il leur a mis un gène dans des œufs, dans des embryons de chèvres. Il y a un petit malheur, c'est que la soie d'araignée, en espèce la soie de Néphilim, madagascariensis, une énorme araignée que j'ai élevée, qui fait une toile d'1 mètre carré. Il y a longtemps que c'est connu à Madagascar, il y a longtemps qu'on en fait des draps de lit. Et des draps de lit extraordinaires, ça se plie, ça ne prend pas plus de place qu'un mouchoir de poche, et ça fait 4 mètres carrés. Il y a longtemps que c'est au point. Ah oui, non, mais c'est des choses qu'on pourrait faire par d'autres méthodes, on est bien d'accord avec ça. Moi, ça me semble tout à fait inutile, mais il y a des gens qui le font. Mais ils se compliquent la vie. Enfin, écoutez, si on peut faire des gilets pare-balles en fromage de chèvre, ne nous plaignons pas. Hein. Alors, Marie-Angèle Hermite. Oui, alors, bon, je crois que ce qu'a dit Éric Serralini est très important, parce que soit on est... j'élimine tout de suite la technique de clonage thérapeutique qui consiste à passer par des cellules souches de l'adulte. Elle ne pose aucun problème particulier. On prend des cellules souches de l'adulte, on les reprogramme et on soigne l'adulte. Si tout va bien, on soignera un jour un adulte avec ses propres cellules. Il n'y a aucune difficulté autre que les expérimentations classiques. Sauf que pour les reprogrammer bien, il faut un ovule. Non, pas avec... Si, aujourd'hui, techniquement, c'est ce qu'on constate. Non. Pour l'instant, il y a deux voies qui sont ouvertes. Il y a celle qui ne passe pas par l'ovule, donc par l'entité. Je dis celle-là ne pose aucun problème éthique. En revanche, il y a celle qui, effectivement, implique de passer par le transfert d'un embryon dans un ovule énucléé, le transfert d'un noyau dans un ovule énucléé, et donc de constituer un embryon humain. Alors là, si on commence à examiner au cas par cas, il est absolument certain que dans tous les cas de figure, un malade adulte qui va mourir, enfin adulte ou enfant, mais une personne née qui va mourir et dont on dit, eh bien, on peut utiliser des embryons pour la guérir, dans tous les cas de figure, la personne née qui a
capacité à souffrir, un certain degré de conscience, etc., vaudra plus dans la balance que l'embryon qui n'a pas de cerveau, qui n'a pas de système nerveux, qui n'a aucune conscience, aucune souffrance, quelques cellules. Et c'est ce qu'a dit d'ailleurs le Premier ministre lorsqu'il a présenté son projet de clonage thérapeutique en décembre 2000, et qu'il a dit « Des motifs tenant à des principes philosophiques, spirituels ou religieux devraient-ils nous conduire à priver la société et les malades de la possibilité d'avancées thérapeutiques ?» Donc le problème se pose de savoir ce qu'on fait quand on met en balance un embryon qui n'est rien qu'une petite chose sans forme et une personne malade. Dans ce cas-là, si on fait du cas par cas, c'est perdu à tous les coups. Si en revanche, on dit que les embryons sont des porteurs de la condition humaine à partir du moment où ce sont des embryons qui, replacés dans un utérus, sont capables de devenir des enfants si on leur donne toutes les chances de le devenir, ils peuvent peut-être être tués, ils peuvent peut-être être replacés et naître, mais en tout cas, ils ne peuvent pas être transformés en choses. Sinon, ils ne ressortissent plus de la condition humaine. Et là, il n'y a pas de cas par cas. Alors, Jacques Testard. Brièvement, d'abord sur le petit point que tu soulèves de nouveau, de traiter l'embryon. Je prétends que c'est absurde, parce que tu cites le cas où les deux parents auraient une maladie dominante. Les lois de Madel indiquent qu'un bébé sur 4 n'aura pas le mauvais gène. Or, on produit facilement 8 embryons, donc il y en aura 2 normaux parmi ceux qu'on produit. Pourquoi aller s'emmerder à traiter les autres pour jeter les bons? C'est absurde, il nous en faut un. Oui, mais on peut trier, Jacques, il ne faut pas oublier qu'on peut trier sur plusieurs caractères à la fois. Ah, mais alors là, tu vas plus loin. Mais non, là, parce que ce sont ce que toutes les sociétés... Mais je ne dis pas que je défends mes idées. Je te rappelle que la loi française... Mais les sociétés d'assurance aux États-Unis, elles proposent de trier sur plusieurs caractères. On pourrait ouvrir un débat là-dessus, effectivement. Alors là, c'est toute la dérive eugénique du tri embryonnaire. Tout à fait. Que seule la loi française, pour le moment, interdit, puisqu'elle dit on ne peut trier les embryons que sur un caractère. Elle est la seule au monde. Et effectivement, ce qui nous guette, c'est de trier sur 50 caractères, 100 caractères, pourquoi pas. Bon, je passe là-dessus, c'est pas le sujet. À propos de la recherche sur les cellules souches, mais pas du tout que je suis opposé à la recherche, au contraire, mais si tu veux, cette recherche doit être faite d'abord sur l'animal, savoir si les cellules d'adultes ou les cellules des embryons déjà constitués ne peuvent pas suffire. S'il faut passer par le clonage, vérifier aussi que ça marche, avant de passer ça en humain. Évidemment. Or, attends, laisse-moi finir. Cette recherche n'a pas abouti chez l'animal, même chez la souris. Elle n'a pas du tout commencé chez les macaques, chez le singe. Il n'y a presque rien qui est fait. Donc je trouve scandaleux. On est dans la même situation que pour les OGM dont on a parlé hier. C'est-à-dire qu'avant d'avoir fait la recherche et d'avoir démontré que c'est faisable, on est en train de répandre l'idée qu'il faut se dépêcher. Or, quand on voit les raisonnements des scientifiques ou des politiques là-dessus pour justifier l'empressement, ce n'est pas du tout pour guérir les gens. C'est parce que les autres le font, et si on ne le fait pas, il faudra qu'on leur achète les brevets et on sera en retard. Voilà. C'est pas moi qui vais dire le contraire, qui demande depuis des années une recherche correcte avec les OGM au niveau des animaux, c'est-à-dire un suivi métabolique des animaux qui en mangent, qu'on a forcé d'en manger. Mais je crois qu'il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu des expérimentations sur l'homme qui ne se sont pas faites toujours dans les conditions où on avait toutes les données sur l'animal. Mais ce n'est pas une raison. On peut le faire sur l'animal. Tout à fait. Mais est-ce que tu pourrais nous dire ce qui s'est passé pour l'ICSI, par exemple? Oui. J'ai condamné, là, effectivement, les Belges qui ont fait l'ICSI. L'ICSI, pour ceux qui ne savent pas, c'est la technique de fécondation in vitro révolutionnaire, il faut le reconnaître, inventée en 90 par nos amis belges, qui ont injecté directement un spermatozoïde dans l'ovule. Et tout le monde a trouvé ça complètement fou. Même une souche de spermatozoïde. Même un spermatozoïde pas différencié. Non, là c'était un spermatozoïde. Et ils ont fait ça sans expérimentation animale. Après quoi, pour continuer sur ton deuxième sujet, il y a eu l'expérimentation qui a été faite avec des spermatozoïdes, avec des spermatides, et ensuite on l'a fait dans l'humain, après que c'était fait chez le lapin et la souris. Mais il ne faut pas mélanger les choses. Bon, parce que c'est un débat dans lequel j'ai beaucoup souffert d'entendre des choses fausses répandues. Donc, s'il y a des gens qui font l'expérimentation humaine avant animale, ils ont tort, ils sont en tort, parce que l'éthique médicale proclame qu'on doit d'abord faire sur l'animal ce qu'on veut faire sur l'humain. Or là, personne ne dit ça dans ce débat sur les cellules souches, parce qu'on est très pressé. Sinon, il faudra acheter les cellules et les brevets. Voilà le problème. Mais Jacques Testard, on a évoqué tout à l'heure brièvement Tino Ri, Raël et compagnie, mais est-ce qu'il existe
entre guillemets, vraie recherche, des chercheurs sans éthique. C'est-à-dire des gens qui aujourd'hui, dans des laboratoires, se moquent de cette auto-limitation et sont prêts à tout. Est-ce que ça existe? C'est rare, mais il y en a. Il y en a, j'en connais plusieurs. J'en connais un en particulier, à mon avis, c'est lui qui réussira le clonage. Je ne vais pas vous dire son nom, mais je le connais très bien. Un type qui a à la fois des compétences, c'est un des meilleurs biologistes aujourd'hui dans ces domaines-là de gamètes, et c'est un de ceux qui ont le moins de scrupules à faire n'importe quoi. Donc il a tout pour réussir. Mais c'est rare, mais il suffit qu'il y en ait quelques-uns. Mais vous savez aussi que les scientifiques ne sont pas sélectionnés sur des critères éthiques, forcément, comme aucun métier, même pas les médecins. Ensuite, vous savez qu'on ne leur donne pas de formation éthique et qu'on ne leur demande pas d'engagement éthique. C'est le sens de ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faudrait au moins qu'on leur en demande un au moment de la soutenance de thèse. Donc il n'y a pas de raison que les scientifiques, a priori, malheureusement, aient plus d'éthique que l'ensemble de la société. Les scientifiques sont un reflet de la société et ce ne sont pas des religieux, même si on les a pris un moment pour ça. Donc il est très important de leur demander un engagement éthique supérieur si on veut essayer de contrôler ce qui se passe aujourd'hui. Il y a plein de mains qui se lèvent, monsieur. Allez-y. Je voudrais revenir sur ce que disait monsieur tout à l'heure, qui parlait de gaz, entre autres, parce que son propos n'était pas du tout nébuleux. Monsieur parlait justement de ces gaz qu'il y avait lors de la formation de l'être humain. Toutes les traditions anciennes, toutes les religions ont montré que la création d'un être humain, c'est la rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule, nous sommes d'accord, mais toutes les traditions ont parlé de l'incarnation, que ce soit des traditions très anciennes ou beaucoup plus récentes. Partout, on parle de l'incarnation, on parle du rôle de l'âme. Ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, on occulte complètement toutes ces connaissances anciennes, on les efface, sous prétexte que ce n'est pas scientifique, sous prétexte que ça n'existe pas. Mais pourtant, si elles existent, il est dommage que les scientifiques ne le prennent pas en compte et ne prennent pas en compte les risques qui vont faire courir aux générations suivantes concernant la négligence complète de ce processus d'incarnation qui était connu de très longue date. Merci. Marie-Angèle Hermite. Oui, moi je ne voudrais pas répondre là-dessus. D'ailleurs, ce n'était pas une question, mais plutôt vous poser une question. Les enfants qui sont nés, qui ont maintenant un peu plus de 20 ans, à la suite d'une fécondation in vitro, où est venu le gaz? Est-ce qu'ils n'ont pas d'âme? Est-ce que, si vous voulez, quand vous faites ça, c'est tout de l'humain qui vient en même temps? C'est-à-dire que là, c'est vrai que monsieur pose un problème d'ordre religieux, mais qui est évidemment très important, puisque là, on parlait tout à l'heure, je vous citais la Bible et vous serez des dieux, donc c'est vrai que finalement, on est quand même au cœur d'une question d'ordre moral, mais aussi d'ordre religieux. Oui, mais je vois ce que m'avait dit un jour comment ça s'appelle, un moine bouddhiste. On lui posait la question de savoir si la religion bouddhiste pouvait accepter les fécondations in vitro. Et il n'a pas eu l'ombre d'une hésitation. Il a dit, eh bien, vous savez, pour nous, il y a une âme qu'on appelle une âme à renaître qui cherche à s'incarner dans un corps et elle vient près des gens qui sont en train d'avoir une activité fécondante. Et là, l'âme à renaître s'incarne au moment de la fécondation. Et il disait que ça se passe dans une petite boîte ou que ça se passe dans un lit, l'âme à renaître, il trouve son compte. Et si on fait un clone, l'âme à renaître, il trouvera son compte. Allô ? Monsieur. Allô ? Allez-y. Allô ? Monsieur, je pense que je vais abonder... Il y a deux micros en même temps, là. Alors c'est peut-être monsieur derrière et ensuite vous devant. Oui, je vais peut-être abonder dans le sens de Rémi Chauvin en disant que la science, elle progressera de toute manière, mais il y a aussi l'utilisation de cette science et au fond, qui sera utilisé n'importe comment, malgré les serments. Je pense non seulement aux nazis, mais je pense aussi à tous les médecins qui ont fait le serment d'Hippocrate et qui travaillent dans la guerre bactériologique. Je pense aussi dans ceux qui veulent utiliser la science, et je pense à cette dame qui a passé 60 ans à donner naissance à un enfant pour une raison quelconque. Il y a une chose dans cette note égoïste. Est-ce qu'on a pensé à un moment donné, lorsque cet enfant aura 25 ou 30 ans, quand il recherchera les causes de sa naissance, quelle sera sa situation de conscience ou morale ou d'esprit ?
est-ce qu'on a pensé à 30 ans plus tard? Qui veut répondre, Jacques? Je veux bien répondre brièvement, parce que d'abord, ce n'est pas de la science. Et ça démontre bien que toutes les choses dont on parle, c'est du bricolage. Le clonage est du bricolage, la thérapie génique est du bricolage, les OGM sont du bricolage, et faire un bébé à une femme de 62 ans, c'est du bricolage. C'est exactement pareil que de faire une fécondation in vitro à des gens plus jeunes, qui est aussi du bricolage. Simplement, on vole l'ovule ou on achète l'ovule d'une femme jeune, puisque la femme âgée n'en a plus, et puis on fait une fécondation in vitro, on lui met. Alors la question que vous posez, elle est grave, mais elle n'existe pas seulement parce que la femme a 62 ans. On fait naître chaque année quelques milliers d'enfants à deux pères inconnus parce qu'on a pris des donneurs de sperme. Et maintenant, on prend des donneuses d'ovules, moins nombreuses. Bon, le problème sera le même. L'origine de l'enfant, son identité, cette question, vous l'avez peut-être remarqué, a été résolue une fois pour toutes dans la loi de bioéthique de 1994, et il n'est pas question de la remettre en cause, parce qu'il y a un lobby des banques de sperme qui interdit qu'on remette ça en cause, parce que le plus éthique, c'est de prendre un donneur de bonne qualité qu'on a testé, et il y en a encore dans l'idéologie eugéniste. Monsieur Abré. Non, d'abord le monsieur au premier rang. Là, qui avait... Une question à Rémi Chauvin. En ce qui concerne les sociétés animales, et en particulier les insectes qui vivent en communauté, comme les abeilles ou comme les fourmis, est-ce qu'on peut dire que ces sociétés ont privilégié finalement le clonage par rapport à la sexualité? Et comment ces communautés ont évolué au cours du temps par rapport à d'autres sociétés d'insectes qui auraient, elles, privilégié la sexualité? C'est une excellente question, parce que je ne suis pas fichu d'y répondre. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut dire, c'est que les insectes sociaux, les fourmis par exemple, sont apparus, comme vous le savez, bien longtemps avant l'homme, bien des dizaines de millions d'années avant l'homme, et que les insectes sociaux ont terriblement réussi. Et par exemple, il y a des calculs, je ne sais pas bien comment on les a fait, mais je vous les donne. Hein. Le poids de fourmis qu'il y a dans la forêt vierge, dans un hectare de la forêt vierge, est supérieur au poids d'animaux vertébrés qui fréquentent la forêt. C'est-à-dire que n'importe quel coup de pioche en trouve des centaines. Alors, comment comparer ça à d'autres insectes? Je ne le sais pas, parce que les insectes sociaux, on les voit, c'est des masses des fourmilières énormes qui se voient. Alors, ils semblent avoir très bien réussi, mais c'est tout ce que je peux dire. Comparer ça aux autres, je ne sais pas le faire. S'il vous plaît. Voilà, j'aimerais parler du scientifique. Je suis moi-même un scientifique et je dois applaudir des deux coudes ce qui a été dit par Mme Hermite et par M. Testard. Mais j'aimerais apporter quand même un élément de réflexion. C'est que tous les étudiants que nous formons à l'heure actuelle, aucun n'a des notions de droit à part les juristes. Moi-même, en tant que scientifique, ayant fait de la recherche contractuelle, j'ai été soumis à ce genre de problème éthique. Qu'est-ce que je dois faire dans mon laboratoire? Que deviendront mes résultats qui pourront être pris ensuite, parce que vous le savez, nous perdons la paternité de nos résultats par des publications. Et je crois qu'au lieu de faire un serment, parce qu'on sait bien que les serments sont faits pour être déniés après, je crois qu'au lieu de faire un serment, je crois qu'il faudrait éduquer en matière de droit et dire à nos jeunes scientifiques ce qu'ils encourent. À l'heure actuelle, ce qui craignent le plus, c'est le pénal. Alors j'aimerais savoir quand sera-t-il possible que les scientifiques, d'une part, apprennent les bases du droit les plus élémentaires qu'ils ne connaissent pas, et pourtant ce sont les générateurs de la société future, et quand, d'autre part, sera-t-il possible de travailler de façon conjuguée, la main dans la main, les juristes, les scientifiques et les penseurs de la société civile. Enfin, une dernière chose que j'aimerais dire, le mot « chose » m'a beaucoup choqué. Une cellule vivante n'est pas une chose. Un ADN n'est pas une chose, je crois. C'est vrai qu'il y a eu cette sémantique qui a été utilisée, mais en tant que biologiste depuis 37 ans, je dois dire que ça me choque un peu. Je vous remercie. Marie-Angèle. Oui, alors, bon, moi je ne peux pas vous répondre sur le moment où un
un ministre décidera de rendre obligatoire les cours de droit en faculté des sciences. Moi, je fais beaucoup d'efforts pour aller faire des cours en faculté des sciences, mais effectivement, il faudrait me cloner à beaucoup d'exemplaires pour suffire à la tâche. En revanche, ce que vous avez dit sur le fait qu'une cellule vivante n'est pas, ou que l'ADN n'est pas une chose, ça m'intéresse parce que si ce n'est pas une chose, qu'est-ce que c'est ? Nous n'avons pas de... En général, ce qui n'est pas une chose, c'est une personne. Donc c'est clair que ce ne sont pas des personnes. On a cette catégorie intermédiaire que j'ai essayé de vous décrire d'être humain. Une cellule sanguine, ce n'est pas un être humain. Vous la replacez dans un utérus, vous n'aurez pas un petit bébé au bout d'9 mois. Donc, qu'est-ce que c'est ? Je ne vous parle pas d'être humain, oui. Je vous parle d'être vivant. Ah non, mais ce n'est pas un être. C'est que ce n'est pas du tout la même chose. Oui, mais c'est justement, même en termes scientifiques, une cellule, ça n'est pas un organisme, c'est pas un être. Une cellule n'est pas un organisme, mais qu'est la bactérie alors si ça n'est pas un organisme ? La bactérie, c'est un être vivant, bien sûr. Un spermatozoïde qui cherche son chemin pour aller trouver l'ovule, il a suffisamment d'énergie pour y aller et il a un chemin à suivre. Et oui, mais il ne peut pas se reproduire. C'est un être vivant. Il ne peut pas se reproduire. Il faudrait qu'on ait une bonne définition de ce qu'est un être vivant. Oui, non, parce que l'ADN est quand même quelque chose de particulier. Tu peux quand même... Non. Oui, la définition de la vie, beaucoup de chercheurs ont buté dessus. C'est pas la même chose. Non, mais la définition même de la vie, on a buté et longtemps, et elle est très difficile à faire. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas en présence d'êtres tant qu'on n'a pas une reproduction autonome. Alors, je voudrais simplement revenir. Moi, je suis responsable pédagogique d'une maîtrise de biochimie à Caen et aussi de la commission pédagogique de mon institut. On a fait beaucoup d'efforts pour instaurer d'abord l'histoire des sciences dans les maîtrises de sciences et d'avoir un peu d'épistémologie, d'avoir de l'esprit critique sur l'histoire des sciences. Je crois qu'il faut aussi intégrer, bien sûr, le droit. Et ça va être un long chemin parce qu'aujourd'hui, la formation est de plus en plus spécialisée. Et en fait, ce qu'on demande, c'est de réintroduire des notions de formation générale dans des formations spécialisées. Et même des notions de formation générale adaptées à ces formations spécialisées, c'est encore pas monnaie courante. Alors, il y a de nombreux efforts à faire au niveau pédagogique, c'est certain. Mais je suis surpris que plusieurs personnes dénigrent l'idée du serment dans une assemblée qui pourtant a une forte opinion de l'éthique. Je reviens sur cette idée parce qu'il me semble que la sacralisation du verbe et de l'action commence par cette prise de conscience et qu'on a besoin dans notre société de prendre conscience de la portée de nos actes pour pouvoir bien y réfléchir. Et il me semble que même si les serments ont été ici et là, et on ne peut pas en disconvenir, ont été outrepassés, ont été piétinés, eh bien, la valeur pédagogique du serment pour l'ensemble d'une société, l'ensemble des doctorants qui vient à réussir, ça me semble très, très formateur. Et je suis surpris que dans un débat où on parle d'éthique, je le regrette un petit peu, et où on parle de frontières à ne pas dépasser pour le clonage, on n'introduise pas, on n'accepte pas d'introduire, enfin certains d'entre vous, peut-être que d'autres sont tout à fait favorables à cette idée, mais je ne comprends pas l'idée qui soutiendrait que parce que ici ou là, des délits ont été commis et ont outrepassé certains serments, la force du serment en serait amoindrie pour toujours. Je crois que ce serait au contraire une victoire de l'obscurantisme. Jacques Testard, je crois que vous vouliez intervenir et ensuite je vous libérerai parce que je crois que vous avez un train à prendre. Bon, oui, enfin, à propos du serment, je te dis, moi je veux bien signer ton serment, mais je crois avoir montré dans mon existence de scientifique personnellement que sans avoir signé de serment, j'ai pu prendre des engagements. Et je vois des gens tout à fait prêts à signer le serment et à faire n'importe quoi, donc j'ai pas d'illusion là-dessus. À propos de l'être quand même, il faut rappeler à monsieur que le droit reconnaît aujourd'hui des catégories qui sont les objets, qui sont les personnes, et une catégorie singulière qui est l'être humain, c'est-à-dire l'embryon, et rien d'autre. Donc il faut bien ranger une cellule dans une catégorie. Comme ce n'est pas un être humain ni une personne, ça peut être qu'une chose. Alors on pourrait dire que c'est une chose vivante, mais en droit, je crois que ça ne changerait rien.
En attendant, je voudrais juste profiter pour revenir là-dessus, parce que quand on dit que l'être humain... il y a actuellement des gens, même au comité d'éthique, qui prétendent par exemple que l'embryon issu du clonage, si on en fait un, ne serait pas une personne, ni un être humain, ni un embryon. Ce ne serait pas un embryon. C'est assez extraordinaire, avec cet argument qu'il n'aurait pas été conçu par un spermatozoïde et un ovule. À quoi je réponds? Alors tous les bébés, et il y en a plus d'1 million dans le monde, qui sont nés de fécondation in vitro, ne sont pas des êtres humains parce qu'ils n'ont pas été faits dans un lit ou dans un abdomen, ils ont été faits dans un bocal. C'est donc pas des êtres humains parce que ce n'est pas usuel. Donc c'est absurde, c'est complètement arbitraire. Mais on voit bien où nous mène cette définition. Parce que le même, ou les mêmes, qui prétendent que cet embryon conçu comme ça n'est pas un être humain, nous disent en même temps, je pense à un en particulier qui a fait un gros papier dans Le Monde il n'y a pas longtemps, nous dit en même temps dans un bouquin qu'il serait formidable de fabriquer des fœtus humains anencéphales, c'est-à-dire sans tête. On pourrait faire ça, ça a été fait chez la souris, hein, parce que ça permettrait d'avoir des sacs pièces... d'organes. Les sacs d'organes. Ce seraient des sacs d'organes dans lesquels on pourrait prélever abondamment pour faire des greffes sans poser aucun problème d'éthique puisqu'ils n'auraient pas de cerveau. Alors vous voyez où ça nous mène, parce qu'entre les gens qui ont un cerveau normal et ceux qui n'en ont pas, il y a ceux qui ont un cerveau qui ne marche pas bien ou qui n'est pas assez gros. On est toujours dans la recherche de la norme ou de la perfection. Moi, je dépiste ça un peu partout. Donc je dirais simplement, pour ce qui est de l'embryon, pour moi, c'est un être humain dès la fécondation, et ce n'est pas un jugement de valeur. C'est une analyse biologique. Je dis qu'un embryon fait par une vache et un taureau est un être bovin, parce qu'il appartient à son espèce, il a déjà les caractéristiques au moins génétiques, et le potentiel de développement de son espèce, il ne donnera jamais un agneau. Donc c'est un être bovin, et ce qu'on fait entre un homme et une femme, in vivo ou in vitro, c'est pareil, c'est un être humain. Et un embryon qu'on ferait par clonage serait un embryon, il serait aussi un être humain. Il ne serait pas une personne, puisque je suis d'accord avec le droit que la personne, elle arrive beaucoup plus tard. Mais ça, c'est encore une question de religion. Oui. Jacques Testard, merci beaucoup. Alors, le débat va continuer encore pendant une petite dizaine de minutes, mais par contre, Jacques, merci d'être venu, et je sais qu'il y a des embouteillages, donc c'était passionnant de vous entendre, en tout cas. On se revoit le 4. Alors vous êtes très très nombreux effectivement à vouloir intervenir. Donc là je vois monsieur là. Alors il y a un monsieur qui brandit un micro. Donc une dame, une demoiselle. Alors allez-y. On m'entend? C'est bon? On vous entend très bien. Alors voilà, ce que je voulais dire, c'est qu'on invite toujours un naïf, c'est-à-dire quelqu'un qui n'y connaît rien, à une table, même de scientifiques. C'est moi le naïf. Hein. Voilà. Oui, un candide, pardon. Et je voulais juste préciser quelque chose, ou en tout cas poser cette question. Et remercier M. Chauvin qui précise que de toute façon, les choses se feront, ou en tout cas le clonage reproductif aura lieu. Moi, j'ai entendu cette annonce-là et je le crois parce qu'il faut recadrer les choses. Bon, on est en 2002, mais il y a 1000 ans, il y a des choses qui n'étaient pas produites et qui sont produites entre-temps. Donc on est en 2002, moi je dis que ça va avoir lieu, le clonage reproductif, parce que la quête de l'immortalité, elle est là, et que les hommes qui ont le pouvoir de l'argent, en tout cas le feront, et se feront cloner. Et je voudrais rebondir sur Madame Hermite lorsqu'elle dit justement, le clone est une personne humaine comme une autre. Et je voulais poser la question, mais alors lorsqu'il n'y aura plus que des clones, c'est-à-dire qu'il y aura des clones humains, en tout cas des clones personnes humaines, et quand il y aura plus de clones que de personnes humaines, ou en tout cas quand il y aura plus de clones humains, ou plus de clones personnes humaines que de personnes humaines, est-ce que nous ne serons pas là, mais je fais exprès de répéter, est-ce que nous ne serons pas là vraiment dans un autre monde, et comment allons-nous nous reconnaître? Et je trouve que c'est la bonne base d'un scénario qu'on a déjà vu avec les petits hommes verts, par exemple. Voilà. Rémi. Comment diable voulez-vous que je vous réponde? Ça sera une société de fourmis ou quelque chose comme ça. Mais je ne crois pas que c'est demain la veille, vous savez. Tout au plus, puis-je vous dire qu'il faut savoir comment ça se passe dans les laboratoires. Il y a par exemple dans les laboratoires de génie génétique ou autre chose dans ce goût-là, des appareils très coûteux qui sont utilisés par pas mal de chercheurs. Comment voulez-vous empêcher un chercheur censé faire l'opération A de faire en même temps l'opération B qui n'est pas tellement permise, pendant que le patron a le dos tourné? C'est pas tellement facile, vous savez. Hein. Alors moi, je crois que tout le possible sera fait un jour ou l'autre,
Parce que l'humanité a toujours fait comme ça. Même quand il en résulte une casse terrible que le chercheur n'a jamais voulu, sauf si son patron l'a fait à la porte et que ça l'amuserait de faire sauter le laboratoire. Ça, c'est autre chose, ça. Mais, par exemple, la hache de pierre que nos ancêtres ont beaucoup perfectionnée, car Dieu sait s'ils l'ont perfectionnée, ben, ça pouvait servir à casser du bois, mais aussi à fendre le crâne du voisin qui vous embêtait. Vous croyez que c'était la faute de la hache? Je ne crois pas. Oui, alors cela dit, c'est vrai, vous avez raison, il y a toujours un naïf à table, mais en même temps, vous voyez, les questions que vous posez sont des questions qui sont tellement extra-scientifiques, parce que ça pose tellement d'enjeux que finalement, la présence du naïf se justifie un petit peu. Alors, Marie-Angèle. Oui, moi je crois que c'est quand même un peu désespérant d'entendre que tout le monde est d'accord pour dire, en baissant les bras, ça se fera. Oui, peut-être ça se fera. Ce qui est important, c'est d'apprendre à faire cette révolution dont je vous parlais, qui est de ne plus considérer que la science est une sorte de mécanique extérieure à la volonté humaine qui avance toute seule, quoi qu'il arrive et quoi qu'on puisse faire et quoi qu'on puisse décider. Si vous aviez dit au XIIIe siècle qu'en 1905, on voterait la loi de séparation de l'Église et de l'État, on vous aurait dit non, Dieu s'y opposera. Eh bien non, on a composé, on a mis 1000 ans peut-être, enfin on a mis 700 ans, mais on est arrivé à apprivoiser la religion dans certains pays. On est arrivé à apprivoiser l'État, et si vous aviez dit ça à l'époque de Louis XIV, les bras tombaient à tout le monde et c'était la fatalité. Eh bien, je pense que le discours de la fatalité scientifique que vient de tenir Rémi Chauvin paraîtra aussi étranger dans 200 ans. Mais Marie-Angèle, vous ne croyez pas quand même, comme disait notre intervenante, qu'il y a un risque d'une logique scientifique qui pourrait amener à la naissance progressive d'une société totalitaire? On ne pourrait pas quand même entrer dans un scénario catastrophe de ce type? Oui, je ne sais pas, ça nous amusait il y a quelques années, mais on s'est rendu compte que la logique totalitaire n'était probablement pas la logique qui était à l'œuvre ici. La logique qui est à l'œuvre ici est beaucoup plus subtile, me semble-t-il. Nous ne vivons plus dans nos régions dans une logique totalitaire. Dans les régions où il pourrait y avoir une logique totalitaire, les technologies ne sont pas disponibles de façon suffisamment puissante, en tout cas. Et je pense réellement que l'hypothèse des clones qui envahissent le monde, on peut s'amuser avec, mais ce n'est pas une hypothèse qui est sérieuse aujourd'hui. Il vaudrait quand même mieux s'occuper des hypothèses qui nous pendent au nez demain. Oui, il y a des hypothèses tout à fait sérieuses aujourd'hui. Même en imaginant que des clones envahissent le monde, vous savez, un clone, ce n'est rien qu'un être jumeau à distance. Et encore, j'ai voulu expliquer tout à l'heure qu'il y avait une dégénérescence génétique qui s'effectuait au cours de la vie, étant donné que les gènes sont comme du tissu vivant et qu'ils vieillissent. On l'a démontré aujourd'hui au niveau moléculaire. Et sans doute sera-t-on très déçu par les clones quand on en fera à partir des êtres adultes, à partir des personnes adultes. Et on aura peut-être à ce moment-là l'intention de garder des embryons dans un coin qui correspondrait à notre patrimoine génétique, comme certains l'ont déjà voulu. Mais si on regarde ce qui se passe aujourd'hui, d'une part, ce qui se passe, c'est en 2000, des clones humains qui ont été obtenus et détruits, d'après la firme Advanced Cell Technology, en mettant un noyau de jambes humaines dans un ovule de vache. Donc l'embryon obtenu tenait aussi un petit peu de la vache, parce qu'il y avait le patrimoine génétique d'entités cellulaires qu'on appelle les mitochondries, qui sont comme des poumons dans la cellule où il y a de l'ADN. Et donc on obtenait des êtres qui n'étaient pas tout à fait les clones de l'individu, mais qui avaient un petit peu d'ADN de vache en plus. Ça, c'est une chose. Et puis, ce qu'on fait au niveau de la thérapie génique. Vous savez qu'aujourd'hui, le CIO, le Comité international olympique, réfléchit très sérieusement à la manière de contrôler les délits génétiques qui utiliseront les vecteurs de la thérapie génique, qu'on met d'ailleurs au point par le Téléthon et par d'autres recherches, pour mettre dedans des gènes de dopage,
des gènes qui vont sécréter des hormones, qui vont permettre la sécrétion d'hormones dopantes, et on fera une espèce de dopage génétique, comme on le fait pour les poulets, pour le bœuf. Et ça permettrait d'avoir peut-être des athlètes. Donc il y a un risque de dérive, à mon avis, pas tant par les clones, mais par le tripatouillage qu'on pourra faire entre-temps pour essayer d'avoir des caractéristiques un peu meilleures. J'ai dit en commençant que les modifications génétiques pouvaient être exploitées par clonage et que le clonage se servait des modifications génétiques et que les modifications génétiques avaient besoin de cellules clonées pour être faites, mais c'est une réalité. Le danger qui m'apparaît le plus évident, c'est qu'il y aura des délits génétiques au XXIe siècle qui seront sans doute aussi fréquents que les délits de drogue aujourd'hui, et que c'est là qu'il faut une juridiction très importante pour les encadrer et un engagement éthique de la société scientifique et de la société démocratique en général pour organiser ce contrôle. Je suis d'accord avec Marie-Angèle Lermite. Et puis en plus, il va falloir faire attention à toutes les modifications génétiques qui vont faire naître des chimères et qui vont être exploitées par clonage, simplement parce qu'on va essayer d'avoir des hommes un peu plus musculeux ou un peu plus rapides. Parce que là, on a des caractères qui risquent d'être contrôlés par un seul gène et qu'on pourra un peu prédire. Et ça dépasse aussi le tri d'embryons. Donc il me semble que faire une société, faire évoluer en direct, se prendre pour des créateurs et faire évoluer en direct quelques êtres et faire une société finalement avec une éthique complètement déformée, ça c'est un risque qui m'apparaît bien plus proche que celui de faire une société de clones, si on regarde ne serait-ce que ce qui se fait aujourd'hui. Donc vraiment que la démocratie se réveille. Oui. Michel Chiff. Bonjour, monsieur, dame. Serge Perronnet. J'ai travaillé plus de 20 ans sur des systèmes informatiques IBM. Je travaillais sur les gros systèmes, et donc technicien à la fois, et chercheur actuellement. Je viendrai compléter un petit peu ce que vous venez de dire, vous, monsieur, et pour apporter quelques compléments, dans la mesure que, pour moi, personnellement, c'est mon idée personnelle, le plus grand danger n'est pas tellement par les développements de clones intempestifs à droite à gauche ou incontrôlés. Le plus grand danger, comme disait tout à l'heure monsieur, c'est voter une loi, une éthique, dire interdire ceci, interdire cela. Mais des lois, nous en avons des quantités à l'heure actuelle et elles ne servent pas à grand-chose. Et la preuve en est, à l'heure actuelle, aujourd'hui même, non, mais attendez, excusez-moi. J'essaie de poser mes mots, peut-être que je ne trouve pas les bons mots, mais à l'heure actuelle, nous pouvons constater que tous les jours, nous avons des délits. Il est interdit de passer la drogue, on en passe tous les jours. Il y a des drogués qui sont arrêtés et des mafieux qui sont arrêtés, qui sont relâchés tous les jours. Il y a tous les jours des lois qui sont votées, mais ce n'est pas ça qui empêche les délits. Donc le plus gros danger, à mon avis, j'ai travaillé donc à IBM, mais vous le savez, vous, messieurs les chercheurs et les juristes, les juristes, mais surtout les chercheurs, nous sommes cloisonnés dans notre recherche, dans notre intervention technique. Vous savez très bien que quand nous travaillons dans un laboratoire ou autre, il est cloisonné. Nous n'avons pas de grande facilité pour pouvoir dialoguer avec notre laboratoire, puisque nous avons le secret. Il y a la confidence et c'est confidentiel. Donc, pour moi, je le répète, il n'y a qu'à voir Raël, dernièrement, qui est passé auprès des sénateurs, qui a été applaudi par le Sénat à Washington. Donc, là où est le danger, il est là. C'est par la politique elle-même, par cette volonté politique et par l'économie, par ce lobby de l'argent. Nous ne pourrons pas contrôler ni vous ni moi. Je ne suis moi-même pas contre la recherche, bien au contraire. Mais vous-même, les chercheurs, il me semble que vous ne serez pas maître de la situation, même en tant que grand chercheur. Voilà, donc ma question, monsieur Rémi Chauvin, que pensez-vous dernièrement au Sénat, il y a eu un grand applaudissement du Sénat envers Raël. Qu'en pensez-vous? J'ai pas bien compris la question. Au Sénat, dernièrement, pour Raël, cette secte que vous connaissez, vous avez entendu parler, les sénateurs américains ont applaudi Raël. Alors, il me semble, je ne sais pas, qu'en pensez-vous de cette situation? Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Je crois que ce que dit le monsieur, par-delà le cas de Raël, qui aurait, je ne sais pas s'il a été applaudi au Sénat américain, c'est fort possible. Par-delà ce que dit monsieur, ce qu'il semble dire, c'est que les chercheurs ne sont pas maîtres de leur recherche, parce qu'au fond, il y a des lobbies financiers qui contrôlent cette recherche et qui empêchent, d'après monsieur, que cette recherche soit indépendante, quoi. En gros, j'ai bien compris. Il est vrai qu'ils ne sont pas maîtres de la recherche, qui se font devant le patron, mais derrière son dos, c'est une autre paire de manches. Oui, et c'est parfois bien utile, quand le patron est fou, par exemple,
ou quand il ne fiche rien du tout. Ça arrive aussi. Alors, je peux vous dire que rien n'égale souvent, comment dirais-je, la liberté du chercheur, à moins qu'il s'agisse d'instruments extrêmement compliqués, comme par un télescope dont vous avez la manipulation que pendant quelques heures, ou une chose dans ce goût-là, où il faut toute une série de collaborations de techniciens pour le faire marcher. Mais il y a beaucoup de recherches qui n'est pas lourde et qui, comme dans les temps anciens, elle peut se refaire en bricolant et en déviant légèrement des instruments officiels qui sont faits pour être déviés d'ailleurs, tout au moins en France. Vous savez, monsieur, on est très préoccupé par cette question qui est comment maîtriser la recherche. Et on sent bien que les gens, le public, nous tous, nous aimerions trouver une solution. Mais je crois que le truc, c'est de pas de chercher une solution unique. Je crois qu'il faut progresser de plusieurs manières à la fois. Et toutes les solutions sont bonnes. Le contrôle démocratique, la mise en place de lois, l'engagement éthique, la formation des chercheurs. Et évidemment qu'il y a toujours des délits. Mais ces délits, ils deviennent marginaux et minoritaires dans l'histoire, dans la formidable histoire de l'aventure de l'espèce humaine. Alors que peut-être qu'avant, tuer son voisin, c'était un moyen normal de survivre. Maintenant, on a les droits de l'homme. Donc il me semble quand même, même s'il y a toujours une tête et une queue à l'histoire de l'évolution de la conscience humaine, il me semble tout de même qu'on a progressé depuis Cro-Magnon, qu'on a progressé dans la maîtrise de notre devenir. On a évidemment une grosse angoisse qui nous pèse, c'est avons-nous transformé notre environnement suffisamment pour qu'il se retourne contre nous? Et il me semble qu'on est à la limite. Mais je crois que nous avons quand même une chance, c'est d'avoir une conscience, et il faut que nous apprenions à nous en servir de multiples façons. Michel Chiffre, et puis ensuite une ou deux questions, et ensuite ce sera malheureusement la fin. Alors Michel Chiffre, je vous écoute. Une perplexité par... Le micro ne marche pas. Si on va parler, je pense que ça va se... Oui, une perplexité par rapport à ce qu'a dit, je reviens en arrière, Marie-Angèle, par rapport à la réification, l'objectivation. Ce qui m'est venu tout de suite à l'esprit, bon, c'est les querelles qu'il y a eu à propos de l'IVG, du statut de l'embryon. Et il me semble que ce à quoi il faut s'opposer, c'est peut-être l'instrumentalisation, et donc pas simplement opposer la morale et la science, mais opposer la morale et l'argent, l'économie. Autrement dit, la loi française, par exemple, qui disait qu'on ne peut pas vendre du sang, etc., il me semble que ça va dans le bon sens. C'est qu'il y a des choses qui ne doivent pas entrer dans le circuit du marché financier. Et peut-être que c'est là qu'il y a à aller. Parce que sinon, je ne vois pas très bien comment on pourrait défendre, et je le défends, l'interruption volontaire de grossesse et interdire l'utilisation thérapeutique d'un embryon. Je pense qu'il faut d'autres critères qui sont l'opposition à l'instrumentalisation. Bien, je croyais avoir été claire, pourtant moi aussi je défends la loi sur l'IVG. Mais j'ai bien expliqué, me semble-t-il, que dans le destin humain de cet être humain qui n'est pas une personne et qui n'étant pas une personne, à l'inverse des enfants nés, n'a donc pas droit à la vie. Hein ? Donc cet être humain n'a pas droit à la vie. La seule chose qu'interdit la loi, ce sont toutes les entreprises de réification, que ce soit à des fins d'expérimentation destinées à être jetées ou à des fins de transformation en lignée cellulaire médicamenteuse. Or, dans le cadre de l'IVG, on ne transforme pas l'embryon en chose, on l'élimine, c'est-à-dire qu'on arrête sa vie. Or, j'ai bien expliqué que dans le destin humain, qui me paraissait être la caractéristique de l'être humain, tout être confondu, si vous voulez, il y avait la mort. La mort est dans notre destinée à tous, qu'il s'agisse des personnes nées, hein, ou qu'il s'agisse des êtres humains qui ne sont pas des personnes. Donc, si vous voulez, la grande différence entre les deux, c'est que dans un cas, il y a... la continuité entre les deux, c'est qu'il n'y a aucune possibilité de réification, ni de l'embryon, ni de la personne. Mais l'IVG n'est absolument pas
contradictoire avec la proposition qui est dans la loi de 94. Ça n'empêche absolument pas d'éliminer les embryons, ça empêche simplement de les transformer en choses. Or, l'IVG ne les transforme pas en choses, ça les élimine. Est-ce que j'ai été suffisamment claire? Et alors, sur le deuxième point, le fait qu'il suffirait de ne pas mettre dans le circuit économique, non, bien entendu, puisque si vous faisiez des lignées cellulaires gratuites, vous réifieriez tout autant l'embryon que si elles sont économiques. Et en plus, ce serait moins efficace. Une dernière question, monsieur. Question, élément de réflexion aussi. Je voudrais que l'on aborde un sujet, une impasse concernant la vie elle-même. La médecine, la biologie fait comme si la vie reposait en fait sur la matière, les molécules, les principes actifs. Hein, c'est le dogme du principe actif, alors que lorsque l'on est étudiant en tout début d'année de biologie ou de médecine, on nous apprend que certes, il y a des principes actifs qui sont l'expression de mécanismes vivants, mais que ces molécules sont fabriquées par des entités vivantes, les cellules, sous l'effet de mécanismes de type électrique, électromagnétique. C'est parce qu'il y a des différences de potentiel de cellules avec des charges de type électrique que les molécules sont libérées par les cellules, qui est effectivement fabriquée et mise en stockage. Ensuite, on oublie tout concernant cet aspect électromagnétique du vivant. Et évidemment, c'est plus facile de mettre sous forme de pilules, notamment des molécules, que cette composante électromagnétique. Ceci pour m'expliquer d'ailleurs beaucoup de choses concernant ensuite la marchandisation et la commercialisation des principes actifs pharmaceutiques. Mais ça, c'est fondamental pour expliquer d'ailleurs beaucoup de dérives, et notamment qu'une entité vivante telle que peut-être une cellule, et on voit bien que dès lors qu'on retient à la fois l'électromagnétisme et principe actif de type matériel molécule, on ne peut plus parler de choses concernant une cellule et qu'il faille attendre qu'elle s'organise en tissu très structuré pour parler de personnes humaines. Et qu'à ce moment-là, on peut lever des ambiguïtés, même de type sur le plan juridique, pour éviter que l'on traite comme une chose des cellules et qui peuvent expliquer et permettre des tas de dérives génétiques. Bien entendu, je sais bien que ça ne correspond pas au schéma dominant qui permet plein de dérives. On est bien d'accord, mais ce sont des éléments de réflexion pour qu'effectivement on évite ces dérives et que ces dérives ne s'accentuent. Donc entre la chose et la personne humaine, il y a l'entité vivante, dès lors qu'on n'oublie pas que la vie, c'est aussi des phénomènes électromagnétiques. Ça me paraît fondamental, mais c'est pour le moment un élément de réflexion, on est bien d'accord, car encore une fois, biologie et médecine ont oublié que le vivant, c'est aussi de l'électromagnétisme. Deuxièmement, cela peut expliquer aussi à quel point, et ça renvoie au débat de hier soir, les espèces vivantes en général peuvent être mises en péril du fait que l'évolution du vivant, qui a demandé énormément de temps, des milliards ou des millions d'années pour certains phénomènes, ait pu demander autant de temps, car cet élément électromagnétique apparaît comme un élément pondérateur, régulateur pour l'adaptation du vivant et l'évolution du vivant qui est inhérente donc au vivant. Si on fait l'impasse sur cet électromagnétisme et qu'on considère que tout est chose et molécules, à ce moment-là, cela explique à quel point il y a une rapidité dans les innovations de type purement matériel. Et je pense que là, le véritable danger pour l'évolution des espèces, c'est de considérer que tout ça, ce sont des choses, et on voit bien que même personne humaine reconnue comme telle peut être traitée comme une chose. Et Gilles Éric Serralani parlait de délit génétique en puissance. C'est parce que la personne humaine peut être traitée néanmoins comme une chose, malgré le statut juridique de la personne humaine. Eh bien, ceci est d'autant plus préoccupant qu'effectivement, il y a une rapidité considérable dans les innovations, ce qui est propre aux dernières décennies, et ça ne pourra aller qu'en s'aggravant du fait qu'encore une fois, on ne retient que l'aspect purement matériel, moléculaire du vivant, d'autant plus préoccupant que le politique qui est chargé en principe de faire la part des choses et d'arbitrer en fonction des retombées techno-scientifiques et de l'utilité pour la science, il ne joue pas son rôle d'arbitre. Et donc voilà les deux éléments qui font qu'on peut être vraiment inquiet pour le devenir des espèces. Mais je voudrais qu'on revienne sur cet aspect électromagnétique du vivant. Je me tourne vers nos intervenants. Bon, alors, moi j'emploie le mot « chose » dans le sens juridique. Hein.
Donc, je crois que vous confondez, de mon point de vue, enfin, dans la logique de l'exposé que j'ai fait, vous confondez choses avec inerte. Donc, loin de moi de penser qu'une cellule vivante, c'est de l'inerte, évidemment, mais c'est une chose, comme vous le disait Jacques tout à l'heure, vivante. C'est-à-dire, c'est quand même, pour le droit, dans la sous-catégorie des choses, et vous ne pouvez pas le mettre dans une sous-catégorie de personnes. Or, pour le droit, vous n'avez pas le choix. Ou c'est dans la catégorie des choses, et c'est multiples sous-catégories, et dans ce cas-là, c'est une chose protégée. Et par exemple, prenez un animal qui fait partie d'une espèce en voie de disparition, il va faire partie du point de vue du droit des choses, mais il aura un statut extraordinairement protégé, on ne pourra même pas le détenir en captivité, par exemple, à moins que ce soit dans un zoo pour le protéger, etc. Donc il va avoir un statut tout à fait spécial, mais dans la sous-catégorie des choses. Et si vous commencez à dire que les tissus, les organes, etc., seraient dans une sous-catégorie des personnes, là, je crois qu'on serait quand même dans une confusion qui serait redoutable, parce que précisément, il faut vraiment réfléchir avant de mettre dans la catégorie des personnes diverses entités. Et c'est pour ça que j'ai bien fait la différence entre l'être humain et la personne. Si on disait, par exemple, que l'embryon est une personne, effectivement, là, l'IVG ne deviendrait pas possible. Mais on a un être humain qui est dans une catégorie intermédiaire, qui est un objet tout à fait nouveau pour le droit civil, ça date de 1994. En revanche, dans la catégorie des choses, vous avez toute une série de sous-catégories, et il n'est pas du tout choquant qu'un cœur, par exemple, soit dans la catégorie des choses, mais évidemment des choses tout à fait protégées et traitées en tenant compte du fait que ce sont des choses vivantes. D'accord ? Alors, non, monsieur, parce que là, maintenant, le temps, malheureusement, nous presse. Gilles, Éric, vous souhaitiez intervenir une dernière fois, et puis ensuite, on va clore ce débat qui a été, je crois, fort riche. Gilles, Éric Serralini, je vous écoute. Oui, 2 mots de conclusion. Je crois que nous sommes en train de vivre une rupture socio-culturelle majeure. Aujourd'hui, on s'en rend bien compte. Il est sain de se poser des questions sur la spiritualité, sur les valeurs, mais au lieu de générer l'inquiétude sur les maîtrises de la science, qui sont tout à fait nécessaires, je voudrais simplement qu'on profite du fait de cette réunion pour bien se dire que la science n'est pas une religion et qu'en fait elle doit être remise à sa place. C'est un art, c'est l'art qui est une dimension tout à fait incommensurable et irréductible de la spiritualité humaine, c'est la découverte du monde. Et nous serons hommes parce que nous sommes en fait des hommes qui sommes des découvreurs. Alors, la science, elle est fort peu sympathique quand elle a une alliée économique marchande absolument écrasante. Je crois que là, il faut essayer de déconnecter un peu plus les choses, exiger les résultats de recherche et surtout la publication des objectifs qui aujourd'hui sont bien loin de la réalité des choses. Et il faut aussi avoir une idée, quand on parle des clones, des modifications génétiques, etc., c'est que les gènes, ils fonctionnent dans un écosystème qui est la cellule. Et cette cellule, elle vit dans un organisme. Et là, vraiment, nous avons des progrès à faire sur la compréhension de l'effet de l'environnement sur la génétique. Là, vraiment, nous sommes des tout petits. Et cela, c'est sûrement un fabuleux axe de recherche pour les temps qui viennent. Donc nous avons des espoirs et profitons de ces occasions pour mieux maîtriser, pour prendre en main notre avenir, pour prendre en main la démocratie et lui dire d'aller là où on veut qu'elle aille, pour le bien de tous, au lieu d'essayer d'avoir peur d'une mécanique qui serait de toute façon écrasante si nous restons à son niveau. Alors, je voudrais remercier tous nos intervenants pour leur liberté de ton et vous rappeler, je crois que les livres de nos intervenants sont tous dans le hall, donc vous pourrez les regarder, voir ce qu'ils ont écrit et vous renseigner, et puis continuer le dialogue, bien sûr, hors micro. Merci beaucoup, en tout cas.